on est parti pour la deuxième partie de cette journée. Donc, au cours de cet après-midi, 2 types d'énergie renouvelable vont être traités. Donc, tout d'abord, l'éolien terrestre et ensuite une partie en lien avec le photovoltaïque au sol. Donc, ça va être 2 parties qui sont scindées en 3 présentations. Donc, à chaque fois, une première présentation qui nous permettra d'avoir un rappel du cadre réglementaire, un point aussi sur les pressions, les opportunités qui sont identifiées sur ce type d'énergie renouvelable, et puis quelques préconisations aussi qui peuvent être émises dans le cadre de la séquence éviter, réduire, compenser. Et ensuite, on a 2 présentations qui sont faites, qui sont des retours d'expérience. Et donc là, dans le cadre de l'éolien terrestre, on va avoir une présentation donc, par le bureau d'études Westham du projet Apocop. Et ensuite, on aura un témoignage, un retour d'expérience de 2 structures naturalistes normandes, qui sont donc le groupe ornithologique normand et le groupe mammalogique normand, pour voir un petit peu, avec leur témoignage, comment ils peuvent être intégrés à ces différents projets, de quelle manière en fait, ils peuvent fournir leur expertise. Donc, je vais laisser la parole à Raphaël Bergerard de la DREAL Normandie pour faire cette première introduction sur l'éolien terrestre. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc Raphaël Bergerard, je suis chargée de mission biodiversité à la DREAL Normandie. Je m'occupe d'accompagner les porteurs de projets en énergie renouvelable sur le volet biodiversité. Et je suis aussi en appui des services instructeurs et j'instruis également les dérogations espèces protégées quand il y en a besoin sur certains projets. Donc on m'a demandé de parler de la réglementation à 14h. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant ou de plus énergique ou énergétique. Mais on va essayer de faire quelque chose de court et de succinct. Et surtout, on va diviser en 2 parties. C'est-à-dire qu'on va parler tout d'abord, mais on l'a déjà vu quand même transversalement ce matin, de la base en fait, sur laquelle on travaille, c'est-à-dire la séquence ERC, la séquence éviter, réduire, compenser. Et puis dans un deuxième temps, quand je reviendrai pour le photovoltaïque, on parlera de tout ce qui est réglementation des espèces protégées. Donc tout d'abord, notre base réglementaire à tous, qu'on soit porteur de projet au service de l'État, service instructeur, etc., c'est le Code de l'environnement, et notamment son premier article qui... Bon, je vous passe le détail de tout l'article, mais en tout cas qui décrit ce qu'est la séquence éviter, réduire, compenser. Donc l'objectif, c'est bien d'éviter les impacts sur la biodiversité. Moi, je suis là dans le cadre de la biodiversité, hein, mais ça concerne plusieurs thématiques. Mais en tout cas, dans le cadre de la biodiversité, c'est d'éviter les impacts, quand on n'a pas réussi à les éviter, de les réduire suffisamment, et quand on n'a pas réussi à les réduire suffisamment, de les compenser. Et ensuite, ce même article édicte un autre principe qui est l'absence de perte nette de biodiversité. Donc l'objectif de tout projet, c'est de ne pas avoir de perte nette de biodiversité, donc à l'aide de cette séquence ERC. Un petit schéma que vous avez certainement vu dans tout un tas de guides et de présentations, mais c'est pour expliquer donc, dans le détail qu'est-ce que l'évitement, la réduction et la compensation, et donc à la fin ce principe d'absence de perte nette de biodiversité qu'on doit retrouver donc, dans tous les projets. Pour ce qui est des parcs éoliens terrestres, donc on l'a vu un peu en parallèle, enfin en filigrane ce matin, mais donc un parc éolien terrestre est une installation classée pour la protection de l'environnement qui bénéficie d'une autorisation environnementale qui est instruite par la DREAL, donc par l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Le délai d'instruction du dossier est de 1 à 2 ans en moyenne. Et en matière de biodiversité, ce qu'on regarde, c'est l'étude d'impact sur l'environnement, donc qui est composée de plusieurs chapitres. L'état initial, on a déjà vu ça hein, plus ou moins dans les parcs éoliens en mer, mais voilà, de toute façon, c'est toujours un peu le même style de dossier. Donc l'état initial de l'environnement, sur lequel on calque notre projet qui, au début, ne fait pas normalement de l'objet d'évitement. Donc les impacts bruts du projet sur cet état initial de l'environnement. Ensuite, on applique les mesures d'évitement et de réduction qui peuvent être multiples, on verra après. Et enfin, on calcule les impacts résiduels de notre projet à l'issue. Et on voit s'il y a besoin de compenser pour qu'on puisse rester dans ce principe d'absence de perte nette de biodiversité. Et ensuite, une fois que le projet est mis en place, il y a tout un tas de suivis qui sont donc mis en application, comme on a pu le voir ce matin, mais il y en a aussi dans l'éolien terrestre.
Alors, les pressions et les opportunités des parcs éoliens terrestres sur la biodiversité. Donc, on m'a demandé de parler des impacts négatifs et des impacts positifs. On parlera des impacts positifs après, parce que c'est plus difficile. En tout cas, pour la biodiversité, au stade d'un projet. Après, bon, on a bien compris que les énergies renouvelables avaient quand même des impacts positifs globalement. Mais c'est vrai que sur un projet ou une éolienne, c'est un peu plus compliqué d'en faire ressortir. Mais peut-être que vous me donnerez d'autres idées. Donc, dans le cadre des impacts négatifs, on a la phase chantier qui peut être l'objet de perturbations pour les espèces ou pour les habitats. Donc, qui est souvent temporaire, mais il y a aussi des impacts qui peuvent perdurer ensuite. On a la destruction possible d'habitats ou d'individus, de flore ou de faune, que ce soit en phase chantier ou en phase exploitation. Justement, en phase exploitation, il y a un risque de collision avec les oiseaux et les chauves-souris, donc tout ce qui est faune volante, avec les pales d'éoliennes. Mais on a également des risques de barotraumatisme. Je ne sais pas si vous connaissez cette atteinte, c'est une mortalité d'individus qui ne résulte pas d'une collision, mais en fait d'un changement soudain de pression qui fait imploser les organes de l'individu. C'est pour ça qu'on peut retrouver des cadavres qui sont en fait très, très bien conservés, qui ne font pas l'objet de collision, mais quand même on a une destruction d'individus. On a aussi des études scientifiques qui mettent en avant des risques de perte de territoire de chasse par répulsion. Donc on aurait des rapaces ou des chauves-souris qui seraient en fait, qui ne reviendraient pas sur le site une fois l'installation en place. Et on a enfin un risque de perturbation des axes migratoires de la faune volante. Donc on l'a vu avec l'éolien en mer et l'axe migratoire qui prend place sur le littoral. Mais c'est pareil sur Terre. Il y a d'autres axes migratoires qui soient très importants au niveau européen ou mondial, mais aussi des axes migratoires locaux, des axes de déplacement aussi. Voilà. Et pour les impacts positifs, j'ai mis que les mesures d'accompagnement qui peuvent être prises par les porteurs de projets peuvent avoir des impacts positifs sur la biodiversité. Et si vous avez d'autres idées, je suis preneuse au stade des questions, on pourrait compléter. Donc la séquence ERC appliquée au parc éolien. Donc on a plusieurs types d'évitement, notamment le choix du site. Donc l'objectif, c'est pas d'implanter un projet de parc éolien sur une zone très riche en biodiversité ou qui fait l'objet déjà de protection forte. Donc ça, c'est déjà une première mesure d'évitement. Ensuite, on a l'évitement qui résulte plutôt de la variante technique, c'est-à-dire que sur une zone d'implantation donnée, on ne va pas implanter des éoliennes sur les endroits qui sont les plus à enjeu. Donc notamment des endroits qui peuvent faire l'objet de zonages environnementaux qui ne sont pas forts. Enfin voilà, ça peut être que des inventaires ou de ce genre de choses, mais qui démontrent quand même qu'il y a des enjeux de biodiversité. Tout ce qui est forêt également concentre pas mal d'enjeux en matière de biodiversité, donc on va éviter d'implanter une éolienne en forêt. Il y a des recommandations d'ailleurs européennes qui concernent ce milieu-là. Le littoral, c'est pareil, on a vu que c'était un milieu à enjeu, la proximité des haies et des boisements, puisque les lisières sont des zones à enjeu. En matière de réduction, ensuite, donc pour la phase chantier, on a évidemment la possibilité de faire les travaux en dehors des périodes sensibles pour la biodiversité. Donc ça pose tout un tas de questions et de contraintes pour les porteurs de projets, mais c'est quand même une mesure de réduction qui est facile, entre guillemets, et pas trop coûteuse, qui peut être mise en place. On a aussi tout ce qui est, alors toujours dans la catégorie variante technique, mais qui concerne plus la réduction, c'est la réduction du nombre d'éoliennes. Évidemment, moins on a d'éoliennes, moins on a de risques de collision. L'espacement entre les machines, qui permet de laisser des couloirs de déplacement pour les espèces volantes. L'orientation du parc vis-à-vis des axes migratoires, c'est-à-dire qu'on va éviter d'installer des éoliennes dans un sens perpendiculaire aux axes migratoires. Le choix du modèle des éoliennes. Donc là, il y a tout un tas de critères qui peuvent entrer en compte. La hauteur, la taille des pales, la taille de la distance sol-pale, puisque on appelle ça la garde au sol, en fait, la distance entre le bas de pale et le sol. Plus cette distance est réduite, plus on va impacter d'espèces. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux et de chauves-souris qui ne volent pas au-delà de 30 mètres. Donc les recommandations scientifiques, c'est 30 mètres. Mais disons que plus on a une garde au sol qui est basse, plus on va impacter d'espèces. Et après, il y a aussi des mesures de réduction donc là, qui sont prises en phase d'exploitation.
Donc, notamment, on a des bridages pour la conservation des chauves-souris qui peuvent être mis en place. Il y a plusieurs types de bridages qui peuvent être incrémentés sur les éoliennes. Et notamment, le plus courant, en fait, on le base sur des critères météorologiques qui correspondent aux critères par lesquels sont susceptibles de voler les espèces de chauves-souris qui sont présentes. Donc les chauves-souris, elles ne volent pas quand il fait un vent très fort, elles volent que la nuit, elles volent que... l'hiver, elles hibernent. Donc tous ces critères-là, en fait, qu'on connaît de par l'étude de la biologie des chauves-souris, on peut les incrémenter sur l'éolienne, et donc l'éolienne cesse de tourner lorsque les chauves-souris sont susceptibles de sortir, ce qui évite les collisions. Il y a d'autres méthodes qui existent, un peu plus avancées, mais elles sont moins répandues. Ensuite, on a le bridage agricole. Donc, on sait que quand il y a une moisson ou une période de fauchage, on a ensuite en fait, une mise à découvert de tous les petits mammifères, les insectes qui sont la base de l'alimentation de la faune volante. Donc, on peut aussi arrêter les éoliennes lors de ces travaux agricoles pendant quelques jours, le temps que la ressource alimentaire s'épuise et qu'on ait moins de faune volante et donc de risque de collision sur la zone. Pour l'avifaune, on a des systèmes de détection automatique de l'avifaune qui existent. Donc là, c'est un peu ce qui a été présenté ce matin sur les parcs éoliens en mer, c'est-à-dire qu'on a des caméras qui surveillent la zone et donc ils détectent des individus. Alors c'est pareil, c'est sur base d'intelligence artificielle ou de caméras 3D. Et donc quand on a le gabarit d'une espèce qu'on a identifiée dans l'étude d'impact ou pas, après qu'on a identifié dans le suivi, ça permet de stopper l'éolienne. Donc ça présente des contraintes techniques quand même sur les éoliennes, parce que faire des stops et des remises en marche très fréquentes, ça peut être problématique pour les composantes de l'éolienne, mais c'est un système qui existe et qui est plutôt en cours d'amélioration. Et en Normandie, on n'en a qu'un seul pour l'instant qui est installé et qui est tout nouveau, donc on n'a pas beaucoup de retours d'expérience régionaux. Par contre, il y en a un peu ailleurs et ça fonctionne de mieux en mieux, on va dire. Et en matière de compensation, la compensation de la mortalité, c'est compliqué. On peut recréer des milieux qui permettent peut-être de faciliter la reproduction de certaines espèces, ou alors quand on a une destruction de milieux suite au projet, on peut recréer des milieux ailleurs, quand on est sur des milieux qui sont faciles à recréer. Mais c'est vrai que quand on arrive au stade de la compensation, on se dit qu'on est déjà un peu sur un échec du projet, puisque l'objectif c'est bien de rester dans le E et le R. Et donc il y a les mesures d'accompagnement dont je vous parlais, là, qui permettent d'ajouter en fait des mesures qui sont favorables à la biodiversité. Dans le cadre de l'éolien, on en a plusieurs qui reviennent fréquemment, mais c'est une liste non exhaustive et les porteurs de projets et les études scientifiques permettent de rallonger cette liste très régulièrement. Donc en Normandie, on a pas mal de problématiques de busards qui nichent en fait dans les parcelles agricoles où sont implantées les éoliennes. Et donc, on a une mesure d'accompagnement qui est fréquemment mise en œuvre, qui est la surveillance et la protection des nids de busards, qui en fait répond pas tellement à une problématique de l'éolien, mais plutôt à une problématique de destruction des nichés par les travaux agricoles. Mais ça permet quand même d'accompagner des espèces qui seraient potentiellement impactées par les éoliennes. On a aussi la plantation de haies à distance des parcs éoliens, parce que le but, c'est pas de recréer des milieux favorables à la biodiversité au pied des éoliennes, mais ça a été fait à une époque. Aujourd'hui, on sait que c'est pas ce qu'il faut faire. Il y a l'installation de nichoirs qui est possible, des actions pédagogiques, etc., etc. Donc, quelques exemples. Oui, j'ai pas parlé des suivis, mais on va en parler après de toute façon. Mais toutes ces installations-là, une fois autorisées, sont suivies. Donc, il y a une obligation réglementaire de suivi régulier. Notamment sur la mortalité, sur l'activité des chauves-souris. Donc on place, alors que ça soit pour l'étude d'impact, souvent c'est des man-mesures qui sont installées, mais quand on est déjà en exploitation, en fait, on installe des micros dans les éoliennes qui permettent d'enregistrer en fait, l'activité des chauves-souris. Donc là, vous en avez un exemple avec la zone d'écoute, et puis l'emplacement du microphone sur une éolienne. Je vous ai mis une petite photo de à quoi ça ressemble. Je ne peux pas entrer plus dans le détail, mais vous avez plein de bureaux d'études qui pourront vous expliquer comment ça fonctionne. Ça, c'est un exemple de système de détection automatique de l'avifaune sur notre seul parc éolien normand équipé.
Donc c'est un peu comme en mer, c'est des caméras qui regardent en fait le ciel, qui détectent des individus qui s'approchent, et selon la taille qu'on a déterminée et qu'on a incrémentée dans l'éolienne s'arrête. Ou alors il y a un signal sonore qui effarouche l'individu. Donc nous on est moins partant là-dessus pour l'instant, Andréal, mais voilà, on n'est pas fermé non plus, mais je sais qu'il y a des parcs sur lesquels ça se fait, mais c'est vrai que l'effarouchement, c'est encore une perturbation supplémentaire pour la vie faune qu'on essaie d'éviter quand même au maximum. Et la protection des nichés de busards, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très répandu sur les parcs les plus récents. Évidemment, on a plusieurs générations de parcs, et c'est vrai que les anciens parcs étaient moins regardants sur la biodiversité, on leur demandait moins aussi. Donc là, aujourd'hui, cette mesure, elle est vraiment... je pense qu'elle est présente sur 80% des nouveaux parcs depuis 3-4 ans, quoi. Ceux qui sont concernés par la problématique busard, bien sûr, enfin, au moins par la présence d'un busard, notamment Saint-Martin. Donc on a des recherches qui sont effectuées soit de visu par les bureaux d'études, soit par drone, ou les deux parfois, qui permettent de repérer les nichés et ensuite de les protéger par rapport aux travaux agricoles. Et l'exploitant éolien en fait dédommage l'agriculteur pour la perte de rendement, qui est pas énorme. Donc ça va, c'est finançable. C'est plus les recherches qui sont coûteuses pour l'exploitant. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça permet quand même de permettre, ça permet à certaines nichées de busards d'aller au bout de tout le processus alors qu'ils auraient été moissonnés sans ça. Donc c'est un impact positif de l'éolien, on peut dire. L'installation de nichoirs, bon, je vous ai mis quelques exemples, mais c'est vrai qu'on pense souvent aux nichoirs pour l'avifaune, mais il y a aussi des nichoirs pour les chauves-souris, alors qui sont plus ou moins efficaces. Le groupe Homalogique Normand pourra vous en parler plus longuement. Mais c'est une des mesures d'accompagnement qui peut être mise en place, aussi qui est souvent mise en relation avec des actions pédagogiques avec les écoles ou autres, ou les habitants qui sont à proximité. Voilà pour cette partie. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Raphaël. Je pense que la tâche de réouverture de la session de l'après-midi a été remplie. Est-ce qu'il y a quelques questions suite à cette présentation de l'ANREAL? Oui. Attendez, je vous amène le micro. Merci. Christian Michel du GRAP. Oui, est-ce que vous avez quantifié la mortalité due aux éoliennes? Alors en sachant bien que c'est très contesté par les scientifiques, parce que dès qu'il tombe un cadavre au sol, particulièrement la nuit pour les chiroptères, il ne reste pas longtemps au sol, il est très vite éventuellement mangé par des prédateurs. Donc le boulot est difficile, mais vous l'estimez, comment avez-vous essayé de l'estimer? Mais non, le micro a disparu. Merci. Alors, je ne vais pas spoiler la partie suivante, parce qu'on va en parler longuement après, parce qu'il y a une étude nationale en fait, qui est en cours de réalisation. Mais effectivement, donc, tous les parcs éoliens sont suivis. Il y a un minimum de suivi à faire de la part de l'exploitant sur les mortalités qui sont liées à leur activité. Et donc, en fait, on reçoit, nous, Andréal, des suivis environnementaux des parcs éoliens dans lesquels sont dénombrées la mortalité des chauves-souris et des oiseaux. Donc, c'est quelque chose qui est effectué à plus ou moins la même fréquence selon les parcs, mais disons que, comme pour la séquence ERC, les parcs les plus anciens sont les moins suivis. Et ça fait que quelques années que les exploitants ont l'obligation de nous envoyer volontairement les suivis environnementaux. Donc on a toute une génération de parcs où on a quelques suivis, mais voilà. En plus, il y a un protocole national de suivi qui a été publié en 2018. Donc avant 2018, le protocole était libre. Donc il y a des suivis qui sont plus ou moins fiables, on va dire. Maintenant, ils sont comparables et quand même assez complets. Donc on a essayé de travailler sur les chiffres de la mortalité en Normandie. L'année dernière, on a fait un stage de 6 mois sur ce sujet. Et donc on a des chiffres, mais malheureusement, ils sont peu fiables, puisque finalement, on n'a pas de temps de suivi comparable. Et comme vous le dites, il y a beaucoup de biais entre la prédation. Il y a aussi la problématique de rechercher des cadavres dans des cultures qui sont plus ou moins hautes et qui permettent plus ou moins de repérer les cadavres au sol.
Il y a tout un tas de biais en fait, qui sont estimés et qui font l'objet de formules mathématiques qui permettent d'estimer une mortalité dont on n'est pas sûr à 100%. Mais je laisserai peut-être le bureau d'études suivant présenter les premiers résultats, puisqu'on a fourni des suivis environnementaux. Et donc, je pense que tu as des chiffres sur la Normandie et sur la France aussi qui seront intéressants. Moi, j'ai une question concernant le fonds alloué par les développeurs éoliens pour la protection des busards. Ça comprend quel périmètre autour d'un parc éolien? Et voilà, en fait, est-ce que c'est quelque chose qui doit être demandé avant le dépôt du dossier, j'imagine, d'autorisation? C'est pas quelque chose qui peut être fait par la suite? Si. Et du coup, au niveau du périmètre, est-ce que c'est cantonné voilà, aux abords du parc éolien ou c'est un périmètre plus large? Parfois même, quand on est dans des zones où il y a plusieurs parcs, ça peut même d'autres parcs parce qu'ils sont là. Et on est sur un rayon de... Et c'est pas une obligation, hein, c'est une mesure d'accompagnement. Donc, c'est pas sur tous les parcs non plus. Il y avait une autre question par ici, oui. Quelle est la part de l'éolien terrestre dans la production électrique normande? Quel est l'objectif cible à moyen terme? Et quelles conséquences ça va avoir sur la biodiversité dans une perspective de développement en fait, d'énergie décarbonée? Merci. Ben oui, on peut remettre le tout premier slide de la journée. Je pense que vous n'étiez pas là ce matin. Si? Ah d'accord. Je suis désolée, moi je travaille. Donc vous avez vu mes collègues ce matin qui étaient à l'éolien terrestre et au développement des énergies renouvelables, qui travaillaient au bureau climat, air et énergie. Moi je suis vraiment au bureau de la biodiversité et des espaces naturels, donc je ne travaille pas sur le développement de l'éolien. Je reçois les dossiers en fait qui sont déposés. Et donc voilà. Mais après en termes de chiffres, je peux remettre la première diapo. C'est tout ce que je peux dire. Et en matière de quantification d'impact sur la biodiversité, c'est un peu comme ce qu'on vous a dit sur les parcs éoliens en mer, c'est-à-dire que les effets cumulés sont extrêmement difficiles à quantifier. Comme je disais, c'est tout nouveau que nous, on reçoit les suivis environnementaux des parcs éoliens en masse. Et donc, on essaie justement de calculer un peu, de voir quels sont les impacts, parce qu'il y a quand même des zones qui sont plus équipées que d'autres. Clairement, en Seine-Maritime, dans le pays de Bray ou dans le pays de Caux, là, on a des impacts cumulés qui peuvent être quand même importants, parce qu'on a beaucoup d'éoliennes, de densité d'éoliennes. Donc, on essaie de faire ça sur la base des suivis environnementaux, mais c'est tout récent, quoi. Donc, pour l'instant, c'est difficile à quantifier. Après, il y a toujours ce problème de mettre des éoliennes sur les axes migratoires, qui font que les oiseaux, soit ne s'adaptent pas et les traversent, et donc il peut y avoir de la mortalité, soit les contournent et donc dépensent de l'énergie qui n'était pas prévue à la base dans leur longue migration. Ça, c'est un des impacts qu'il peut y avoir, mais à quantifier, malheureusement, c'est très compliqué. Et on n'a pas de programme de recherche, en tout cas à ma connaissance, sur les effets de l'impact cumulé, enfin l'étude des impacts cumulés de l'éolien terrestre sur la vie faune. Pas vraiment. Ok. Dernière question, ça marche. Merci. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes à même de répondre à cette question, ou c'est concernant la position de l'Adréal sur des projets qui sont vraiment plus que limites. Je vais parler d'un cas particulier, mais derrière évoluer sur le global. C'est le cas du Cap Fagné à Fécamp, qui est juste en face le parc offshore dont on a parlé. Il y a actuellement 5 éoliennes qui vont être remplacées par 3 éoliennes 2 fois plus hautes. On est en bordure de zones portées, tout ça par EDF Énergie Renouvelable. On est en bord de zone ZNIEFF. On est en pleine zone ZICO. On est à 150 mètres de la décharge de Senneville qu'on a parlé tout à l'heure, qui commence à avoir des velléités. On est à 300 mètres des habitations, alors que la réglementation est de 500. Et malgré ça, un porteur de projet
prévoit donc ce remplacement par 3 éoliennes. Alors, c'est sans doute pas vous qui avez les fonctions pour répondre à ça, mais quelle est l'attitude globale de l'Adréal à la réception de tels dossiers et a-t-elle un poids dans l'enquête ? Alors effectivement, c'est pas moi qui prends les décisions finales. En fait, nous, on est les services instructeurs qui donnent toutes les informations au préfet pour que lui prenne sa décision au final. Et là, je vous présente la partie biodiversité, mais il y a tout un tas d'autres enjeux qui sont autour des parcs éoliens. Vous l'avez vu ce matin, il y a quand même une grosse pression politique pour qu'on développe les énergies renouvelables. Donc l'objectif, c'est quand même d'avoir le plus de projets qui sortent de terre, tout en respectant la biodiversité. Donc moi, je suis une des roues du carrosse qui s'appelle la biodiversité, mais il y en a plein d'autres. Et sur ce parc, effectivement, il comporte pas mal d'enjeux en matière de biodiversité, mais aussi en matière de proximité aux habitations et du littoral, etc., etc. Donc c'est un peu compliqué. Et la question se pose plus largement sur le repowering, c'est-à-dire le remplacement des parcs éoliens d'ancienne génération, où donc il n'y avait pas toutes ces contraintes, entre guillemets, mais pour nous c'est plutôt des avantages en fait, d'avoir toutes ces études d'impact, ces études faune-flore qui sont de plus en plus complètes. Et ce parc-là, il a été construit à une époque où on était en dehors de tout ça. Et donc il se trouve là parce que... certainement, l'étude d'impact n'était pas très complète ou qu'il n'y en avait carrément pas du tout. Je ne sais pas de quand il date. Mais aujourd'hui, clairement, ce genre de projet, je pense qu'il aurait vraiment beaucoup de mal à voir le jour. Donc, quand on est sur du repowering, nous, on se dit au service biodiversité, il y a déjà 5 éoliennes qui tournent aujourd'hui. On a les suivis environnementaux, donc on peut se faire une petite idée de la mortalité ou de l'impact. Quand ils sont anciens, on a un peu de mal. Et donc, on se dit remplacer 5 éoliennes par 3 plus grandes, évidemment, puisqu'aujourd'hui, les éoliennes sont de plus en plus grandes pour avoir une production qui est maximale. C'est peut-être amoindrir l'impact ou pas. Voilà. Mais justement, aujourd'hui, pour les repowering, il y a quand même des études d'impact qui sont faites. Donc, heureusement, on peut se baser aussi sur des données locales. Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. En fait, si nous, on se positionne en tant que biodiv en disant qu'on est contre ce repowering, finalement, on se dit que si on bloque le dossier, au final, les 5 éoliennes resteront telles quelles et continueront à tourner... dans leur configuration actuelle. Alors que là, on peut peut-être jouer sur le fait d'en mettre plus que 3 au lieu de 5, de les brider, de prendre des mesures d'accompagnement ou de réduction qui n'étaient pas en place jusqu'ici, quoi. C'est toujours la balance en fait, entre les avantages et les risques, quoi. Merci beaucoup, Raphaël. On va pouvoir clôturer cette première intervention. Je te dis à tout à l'heure pour la partie sur le photovoltaïque. Et donc, on va pouvoir passer maintenant à la deuxième intervention sur ce sujet des éoliennes. Oups, j'avance un peu. Et donc, c'est Brice Normand du bureau d'études Westham qui va nous présenter donc, le projet Apocop. Tout à fait. Merci. Bonjour, je suis Brice Normand, donc le directeur du bureau d'études Westham, et je viens vous présenter non pas tout le projet Apocop, mais l'état d'avancement de ce programme de recherche qui est fait en partenariat avec le laboratoire CESCO du MNHN, et en particulier avec Christian Kerbiriou et Andreas Ravache, qui travaille chez nous actuellement. Alors, je vais vous présenter l'origine du projet assez rapidement, un état de l'extraction des données pour la Normandie et les implications. Alors, le projet va durer 3 ans et on en est au 5e mois. Ensuite, je vais vous parler de la manière d'estimer la mortalité réelle et comment bien le faire, ou mieux le faire que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, pour aller à la conclusion. Alors, à l'origine, en 2017-2018, on commençait à faire des suivis de mortalité dans notre bureau d'études, et on a constaté une grande disparité dans les méthodes, les résultats et les manières d'analyser les résultats de mortalité. Au bout d'un moment, ça devient agaçant en fait, de ne pas savoir, et donc on s'est dit on va commencer un programme de recherche. Nous, on est un petit bureau d'études, en Scope, une société coopérative. On est basé à Rennes, à Nantes et à La Rochelle. Et donc on a financé sur nos fonds propres un programme de recherche interne en collectant déjà les suivis de mortalité. On a demandé aux DREAL Bretagne, Pays de la Loire, avec lesquels on travaillait un peu plus, de récupérer ces données. Ça a pris beaucoup de temps. Et on a commencé à constituer une première base de données. On s'est dit, cette base de données, ce sera notre base de données de référence sur la mortalité, sur les oiseaux et les chauves-souris, sur les territoires sur lesquels on travaille.
On va pouvoir avancer sur les réflexions sur la significativité, c'est-à-dire la conclusion obligatoire d'un suivi de mortalité. On va pouvoir utiliser ces résultats dans le cadre des études d'impact et dans le cadre des suivis. Et on va pouvoir partager ces informations avec les services de l'État qui nous auront fourni les informations, avec les autres bureaux d'études et avec les associations. On a fait notre petit bonhomme de chemin, ça a plutôt bien marché, toujours en collaboration depuis 2018 avec le CESCO, pour arriver à un moment donné où on nous a dit c'est bien ce que vous faites, ce serait bien de le faire au niveau national. Et nous, on ne travaille que dans le Grand Ouest. On a cherché des financements et on a eu la chance de tomber sur un appel à projet de recherche de l'ADEME OFB. On y a répondu et on a été retenu. Et donc le projet consiste, dans ces 3 prochaines années, à collecter l'ensemble des rapports de suivi de mortalité à l'échelle nationale, mais également les enregistrements qui ont été faits en nacelle pour les chauves-souris, à organiser ces données, les synthétiser et les analyser statistiquement, ce qui n'a jamais été fait ni en France, ni ailleurs dans le monde. Les attentes de ce programme-là, elles sont assez nombreuses, assez ambitieuses. On sait d'où on part et on ne sait pas exactement où on va arriver. Donc l'objectif, c'est collecter les données 2019-2023, c'est-à-dire post-protocole 2018 national, sur l'ensemble de la faune volante, oiseaux et chauves-souris, en faisant participer les DREAL ou les inspecteurs ICPE ou les DTM en fonction des territoires. Et je remercie ici la DREAL Normandie puisqu'ils ont été très actifs et ils font partie en plus du comité technique du programme de recherche. Et ça nous a permis d'avancer assez rapidement. Donc la première chose, c'est collecter les données. Et ça, on a terminé déjà. On va continuer de collecter, du coup, comme on a bien avancé. On va prendre les données avant 2019 et puis on va très probablement essayer de prendre les données 2024. Mais on a déjà bien avancé. Ensuite, on va essayer d'identifier les facteurs qui influencent la mortalité. C'est l'objectif premier du programme de recherche. En utilisant la mortalité estimée, et c'est là le cœur du travail, plutôt que la mortalité observée. Vous avez sûrement vu aujourd'hui, et puis je vais vous réexpliquer tout à l'heure, les différents biais de la mortalité observée. On en a d'autres sur la mortalité estimée, mais il faut aller vers cette estimation, puisque là, on a une donnée qui est encore quand même lacunaire. Et le troisième point, c'est d'identifier les facteurs qui influencent l'activité des chauves-souris et des oiseaux, la mortalité des oiseaux et des chauves-souris, et définir des seuils qui permettent de réfléchir au développement des énergies éoliennes en France, peut-être ailleurs en Europe aussi, et également sur l'état du repowering. On doit intégrer, dans le cadre de ce programme de recherche, et c'est là où ça a intéressé l'ADEME, la production d'électricité. L'objectif, c'est de trouver, non pas un juste milieu, parce que l'objectif, c'est de protéger les espèces protégées, mais de le faire dans les endroits où réellement, statistiquement, en tout cas sur la base de nos analyses, la mortalité est moindre, où l'activité est moins perturbée. Alors, on rentre tout de suite dans la base de données pour montrer... Alors, on a fait le PowerPoint un petit peu rapidement, donc il y a peut-être quelques petites choses à revoir, mais ce n'est pas très, très grave. Donc ça, c'est juste le nombre de rapports qu'on a collectés jusqu'à maintenant pour la Normandie. Il y en aura d'autres. Ce n'est pas tous les rapports qui existent en Normandie, mais c'est ceux qu'on a reçus et collectés. On voit, c'est peut-être un hasard, mais peut-être pas, l'effet de la publication du protocole national. Cette année-là, on n'a pas de rapport. Peut-être que les gens attendaient la publication du rapport. Et puis après, on a entre 7 et 12 rapports par an, ce qui est déjà pas mal. Donc là, c'est uniquement les données Normandie. Alors, en premier bilan intermédiaire pour la Normandie, on a pour l'instant 43 rapports reçus de la DREAL, 4689 prospections. Une prospection, c'est un passage sous une éolienne. Un parc avec 4 éoliennes, ça fait 4 prospections chaque semaine. 148 éoliennes qui ont été suivies, 32 parcs, 260 individus qui ont été trouvés, 123 oiseaux, 137 chauves-souris, ce qui correspond à environ 2 chauves-souris toutes les 100 prospections, et à peu près pareil pour les oiseaux, c'est pas exactement, j'ai un peu arrondi, et donc ça fait un cadavre trouvé toutes les 25 prospections, c'est ce à quoi on peut s'attendre en Normandie. En haut, vous avez un graphique avec la quantité de cadavres qui ont été trouvés chaque semaine au cours de l'année, en haut pour les chauves-souris, en bas pour les oiseaux. Et la ligne grise, c'est le nombre de prospections. Alors là, on l'a divisé par 10 pour que ça rentre dans le rapport. Et on voit déjà, alors qu'on est encore sur les données brutes, une première information cruciale qu'on va retrouver dans toutes les régions quasiment, en tout cas sur le nord de la France, c'est qu'il y a un pic de mortalité des chauves-souris en semaine 36, 37. Ça peut varier, et on étudiera ça plus tard, en fonction de la région en France. En tout cas, ici, c'est la semaine 37.
Oui, 37. Ce qui correspond à une période de migration et à une période d'accouplement. Pour l'instant, on ne sait pas exactement si c'est plutôt les individus migrateurs qui sont impactés ou plutôt les individus en cours d'accouplement qui sont impactés. On imagine très bien, mais on ne l'a pas encore démontré, que ce sont plutôt les individus en cours de migration. Pour les oiseaux, c'est un peu plus homogène. Et ce qui est intéressant, après, je ne sais plus si j'ai ce graphique-là, mais ce n'est pas très grave, on peut diviser le nombre de cadavres par le nombre de prospections, ça nous fait un ratio, et on voit que c'est beaucoup plus homogène sur les oiseaux. Une deuxième information cruciale sur ces graphiques, d'abord on voit l'effet d'avoir un protocole national. Le protocole national demande un suivi de la semaine 20 à 43. Vous regardez quand même, il y a un peu plus de cadavres entre les semaines 20 à 43. Donc un protocole qui est imposé, ça induit derrière des recherches et donc des solutions. On voit aussi qu'un protocole qui est imposé avec un minimum, sachant qu'il y a des maximums, hein, on peut faire des suivis toute l'année, eh bien globalement, généralement, et ça c'est vrai sur toute la France aussi, c'est plutôt le minimum qui est fait. C'est comme ça. Pour les chauves-souris, ce n'est pas dramatique, puisque 20-43, c'est mi-mai à fin octobre. En fonction des températures, globalement, on en a de l'activité toute l'année. Mais globalement, on a peu d'activité en mars et en avril. Donc on va pas, en mortalité, on va louper des données. En activité, on ne va pas forcément louper d'informations à commencer à cette période-là. Par contre, pour les oiseaux, et avec le réchauffement climatique, ça va devenir de moins en moins vrai, hein, évidemment. Pour les oiseaux, évidemment, les oiseaux circulent toute l'année sans aucune difficulté. Et là, on a très peu, ou pas, comme ici, de suivi en période hivernale. Dans certaines régions, on en a, parfois sur toute l'année. Et quand on en a, c'est notamment le cas en Pays de la Loire ou en Bretagne, et qu'on fait ce ratio entre le nombre de cadavres et la prospection, on voit que c'est très homogène au cours de l'année. Alors il y a peut-être un effet littoral, parce que c'est les parcs qui sont très mortifères, en tout cas ceux qu'on a observés comme étant très mortifères sont plutôt sur le littoral, ou en forêt bien sûr. Et ça pour l'instant on ne sait pas le dire. Donc j'essaie de ne pas trop interpréter les graphiques qui sont sous vos yeux, mais on peut déjà quand même commencer à réfléchir sur ce sujet-là. Donc comme je vous le disais, il y a des périodes peu suivies, et ça c'est dommage. On a une première information qui n'est pas si importante que ça, c'est qu'on a à peu près un 50-50 sur la mortalité oiseaux et chauves-souris. Ça c'est variable en fonction des régions. Ce qui sera intéressant, c'est de voir pourquoi en fonction des régions c'est variable. Ici c'est à peu près 50%, 47% pour les oiseaux, 53% pour les chauves-souris. On peut, sur la base des données brutes, regarder les statuts de conservation de chacune des espèces qui sont impactées. Ici, ce sont les statuts de conservation au niveau national, en période de nidification pour les oiseaux, et ce sont les statuts nationaux pour les chauves-souris. Donc VU, c'est vulnérable, NT quasi menacé, LC, ce sont les espèces en préoccupation mineure, et NA, non appliqué. Non appliqué parce que beaucoup d'oiseaux ne sont pas déterminés, ou des chauves-souris ne sont pas déterminés jusqu'au rang de l'espèce, et donc on ne peut pas leur attribuer un statut de conservation, mais en réalité, ils en ont un. Alors on pourrait faire des analyses génétiques, mais c'est trop long dans le cadre d'un suivi pour le faire, mais c'est faisable. Deuxième information de ce graphique, c'est que les espèces NT sont majoritaires. Et on a aussi des espèces VU, vulnérables. Et donc déjà là, on se dit, sans avoir d'estimation, on peut commencer, avant d'avoir des estimations, d'avoir des solutions bien abouties, à travailler sur ces espèces-là, qui sont prioritaires au niveau national. Évidemment, là, c'est des données brutes, donc à la limite, le nombre a peu d'importance, peut-être la proportion, en fonction des statuts a de l'importance, mais le nombre n'a pas d'importance. Par contre, quand on va rentrer dans l'estimation de la mortalité, là, on va pouvoir commencer à faire des comparaisons avec l'état des populations, et peut-être, mais c'est loin d'être certain, qu'on arrivera à dire, on a tant d'individus estimés et on est assez sûr de notre estimation, la population, elle est de tel nombre, et du coup, on a impacté tant de pourcents de la population, c'est grave, c'est moyennement grave, ou c'est quand même un peu grave. Ça reste des espèces protégées, hein, toutes les chauves-souris, donc ça reste grave. Ça, c'est la liste des espèces de la plus souvent retrouvée sous les parcs éoliens à la moins souvent trouvée sous les parcs éoliens. Et là, c'est très intéressant de voir les variations en fonction des régions. Et il y a des surprises. Alors, ce qui n'est pas une surprise, c'est que la pipistrelle commune est en premier. Ça, c'est le cas dans toutes les régions. Ensuite, il y a beaucoup de chauves-souris, et ça c'est vrai partout en France aussi, qui ne sont pas déterminées. On n'arrive pas au stade de la détermination, soit parce que l'état du cadavre est trop avancé, soit parce que les déterminateurs n'ont pas les compétences. L'information qui suit, c'est la pipistrelle nonatusus, c'est quand même la deuxième espèce, si on parle d'espèce et pas de taxon, la plus impactée avec 16 individus. 16 individus, ça paraît peut-être pas énorme, mais sur une population d'espèces migratrices qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans, c'est quand même énorme. Quand je dis on ne connaissait pas, on savait qu'il y avait des pipistrelles nonatusus, mais on ne savait pas qu'elles étaient aussi fréquentes.
On imaginait que c'était des espèces migratrices. Et vous, ah ouais. Et vous gardez votre question, parce que en fait, je crois que je vais être beaucoup trop long. Je vais essayer d'aller plus vite. Il y a 10 ans, ou peut-être 12, en tout cas, on ne savait pas déterminer d'un point de vue acoustique la pipistrelle de Nathusus, où on se trompait très souvent. D'ailleurs, on n'est toujours pas certain, quand on fait une détermination de pipistrelle, que c'est une pipistrelle de Nathusus. Il y a quelques critères certains, mais on ne les a pas forcément dans nos enregistrements. Et dans les déterminations, on peut avoir des doutes aussi sur la caractérisation des espèces. Nous, on ne va pas aller remettre en cause les déterminations. On prend les résultats qui sont dans les rapports. Mais on sait, pour l'avoir vu et contre-expertisé parfois, qu'il y a des erreurs de détermination sur les pipistrelles, moins sur les autres espèces. Ensuite, la pipistrelle de Kuhl, la sérotine commune, la noctule de Lessler, les Vespertilionidae d'une manière générale, la sérotine bicolore, c'est quand même pas rien, une espèce migratrice extrêmement rare, et enfin le murane de Menton. On peut faire la même chose pour les oiseaux, je ne vais pas vous détailler la liste, mais juste, on a en premier le martinet noir, le faucon cresserelle, le pigeon ramier, la buse variable, le goéland argenté, etc. Je ne vais pas vous déployer tout le graphique, mais ce qui est important de voir quand même, c'est que dans cette liste-là, on a des espèces NT, des espèces VU, et là encore, on peut commencer par intervenir sur ces espèces-là en priorité pour les mesures d'évitement pour les futurs parcs et pour les mesures de réduction pour les parcs existants. On peut faire ce petit graphique à l'échelle départementale ou régionale, et là, ça ne nous sert pas vraiment directement, mais peut-être que ça servira au service de l'État dans leur analyse. Et donc, c'est la même chose pour les oiseaux. On a pris tous les cadavres et on en a fait ces graphiques-là. Sur la base des données brutes, on peut aussi rédiger des fiches espèces. C'est ce qu'on a fait. Donc, sur les 4 régions sur lesquelles on a commencé à travailler, on a une fiche espèce par espèce sur toutes les régions. Dans la fiche, on a le nom français scientifique, le rang de l'espèce, son rang de mortalité, un peu macabre, mais c'est comme ça, au niveau régional et au niveau national par rapport aux données de Dur, un Allemand qui publie les données de mortalité. Et alors, on lui envoie à nous nos données, évidemment. Donc tous les 6 mois, on va lui envoyer notre jeu de données pour que... Alors du coup, il y a un effet France sur le jeu de données, mais c'est comme ça. On va mettre une cartographie des parcs où l'espèce a été trouvée en nombre d'individus trouvés par an, et on fait la moyenne si le parc a été suivi plusieurs années. L'objectif de cette carte, c'est pas de montrer un parc en particulier, il est plus grave que l'autre, etc., parce que des parcs ont été plus suivis que d'autres. L'objectif, c'est de savoir où étaient ces espèces-là. On a des informations nouvelles pour des espèces rares via ces cartes-là. En haut, on a les statuts de conservation. Le graphique dont je vous parlais tout à l'heure, mais à l'échelle de l'espèce. Et donc là, ça va permettre de réfléchir aux mesures qu'on va pouvoir mettre en place, soit les mettre tout au long de l'année, soit cibler une période. Voilà. C'est une des possibilités d'utilisation de ces fiches. Alors, quelques exemples rapidement pour la pipistrelle commune qui est la plus fréquemment trouvée. C'est elle qui importe le lot, évidemment, puisque c'est le plus souvent trouvé. Et donc, c'est elle, notamment, mais d'autres espèces, pour d'autres espèces, c'est le cas aussi, qu'on trouve en période de migration, alors que la pipistrelle commune, ce n'est pas une espèce dont on dit qu'il s'agit d'une espèce migratrice. Et pourtant, on a un pic de mortalité à partir du 15 août, et ça, on le retrouve assez régulièrement. La cartographie, et puis quelques éléments d'information qu'on n'a pas inventés, c'est pris dans la littérature, sur l'état et les tendances des populations. Donc ces fiches-là, elles peuvent servir en phase d'étude d'impact ou en phase de suivi de mortalité pour les bureaux d'études, les associations ou pour les services de l'État. La même chose sur la Nathusus. Alors on voit que c'est moins souvent dans l'année, il y a moins de cadavres, et c'est très localisé, et ça c'est vrai aussi en Bretagne et c'est vrai aussi en Pays de la Loire, sur la période de migration. Donc là on peut se dire, même si on n'a pas trouvé de cadavres lors d'un suivi de mortalité, on sait que dans la région, on a de la mortalité sur cette période-là, et donc on va proposer un bridage, malgré tout, sur cette période-là. Voilà à quoi sert le fait de synthétiser les données à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale. Et ça devient incontestable, ou difficilement contestable, sauf si on avait inventé les données, mais ça aurait été plus long que les collecter. La même chose pour le martinet, donc c'est l'oiseau le plus impacté en Normandie. Et là, on voit que c'est la période estivale qui est concernée, évidemment, c'est la période où il est là. Et on a quand même, ce qui est logique, on a quand même des cas de mortalité tardive ou extrêmement précoce. On a eu un martinet pâle, par exemple, en mars, en Pays de la Loire. Donc voilà, on découvre des choses aussi avec la mortalité. Ça va nous amener à proposer de nouvelles mesures. J'avance un peu. On a la même chose sur le faucon cresserelle. Pas beaucoup d'individus, mais si on prend à l'échelle nationale, on a énormément d'individus du cresserelle. Et là aussi, c'est assez localisé. On peut aussi prendre les données par famille ou par guilde.
ou par type de comportement selon les experts. Et là, ça rejoint d'autres programmes de recherche qui sont en cours, comme le projet MAP. Et puis se dire, si on a des impacts sur ces espèces-là localement, ou si on n'a pas d'impact, mais qu'on sait que l'espèce est présente par des observations, on va pouvoir proposer des mesures, comme Raphaël l'a rappelé tout à l'heure, qui sont adaptées à ces espèces-là. Toutes les mesures de réduction sur les oiseaux ne sont pas efficaces pour tous les oiseaux. C'est très difficile, voire impossible, pour l'instant en tout cas, de protéger les passereaux. C'est un peu plus facile de protéger les grosses espèces, plutôt lentes. Et en fait, on n'a pas énormément de grosses espèces plutôt lentes. Donc c'est assez difficile de protéger les oiseaux d'une manière générale. Donc on a pour l'instant ce panel-là qu'on pourrait déployer, mais pour l'instant c'est ça qu'on utilise, les SDA, le bridage agricole, avec le fait d'arrêter les machines le jour même ou les jours d'après, des bridages par seuil pour les oiseaux aussi, de la même manière qu'on va le faire, et je vais vous montrer juste après, de la manière dont on le fait pour les chauves-souris. On peut définir des seuils pour les oiseaux, on peut définir la période de présence, des horaires, des vitesses de vent et température qui sont adaptées à l'espèce. Pour ça, il faut faire des suivis spécifiques. Et à l'échelle nationale, on a extrêmement peu de suivis spécifiques. On a différentes problématiques sur des espèces vraiment rares. Les lagnons, par exemple, c'est une espèce qui est très impactée désormais en Pays de la Loire, enfin très régulièrement impactée en Pays de la Loire et en Bretagne. Et donc on fait des suivis spécifiques pour essayer de déterminer les caractéristiques, les comportements de vol en fait, autour des éoliennes, parce qu'en plus c'est une espèce qui se fiche totalement du fait qu'il y ait des éoliennes, même plutôt installer son nid à proximité. Et on a des systèmes plus performants, mais j'imagine que vous en avez parlé ce matin, donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà ce qu'on peut faire avec les données sur les chauves-souris. Donc là, pour l'instant, on n'a pas collecté les données d'activité des chauves-souris. Ça, c'est ce qu'on fait dans le cadre de notre travail en tant que bureau d'études. Mais c'est ce qu'on pourra faire avec le projet Apocop au niveau national. Donc on prend l'ensemble des données d'une espèce ou de l'ensemble des espèces. On va caractériser les périodes d'activité en fonction de l'année et des horaires. Donc sur le premier graphique à gauche, vous avez les moments de l'année, les mois. Les lignes rouges, c'est les horaires de coucher du soleil, de lever du jour. Vous avez des lignes où il y a le bridage aussi, 1 heure avant le coucher du soleil, 1 heure après le lever du jour. Et puis vous avez à l'intérieur, les points, ce sont chaque contact enregistré pendant l'année. Et puis les différentes couleurs, c'est un peu la densité de ces contacts dans le graphique. Et donc là, on va pouvoir caractériser. On peut vouloir préserver 100% des espèces, et donc on prendra le graphique de droite et on dira l'activité elle a été enregistrée de 0 à 12 mètres secondes et de 12 degrés à 32 degrés, donc ce sera ça notre bridage. Dans la réalité, c'est pas ça qui se passe. Dans la réalité, on prend une partie des données. Le calcul des 90%, il n'est pas toujours simple à faire, mais là, c'est une représentation graphique de ce type-là. On peut prendre plus, on peut prendre un peu moins. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Je le répète une troisième fois. Il n'y a pas de règle. Nous, généralement, on tend vers 90% de l'activité enregistrée quand on conçoit un bridage. On peut aller vers 100% sur un mois donné quand il y a une espèce vraiment rare. On va rarement en dessous de 90% parce que ce qu'on a constaté, mais là c'est un retour d'expérience interne, c'est qu'à partir de 90%, la mortalité résiduelle dans les suivis qui ont lieu les années d'après, elle est extrêmement faible, voire nulle. Et donc on va pouvoir utiliser les périodes, les horaires, la vitesse de vent, les températures, pas du tout la pluviométrie, malheureusement. En théorie, il y a des pluviomètres sur les éoliennes, mais dans la réalité, soit ils ne marchent pas, soit ils ne marchent plus, soit il n'y en a pas. Et donc, dans les données qu'on a collectées, il y en a un. C'est mieux que 0. Donc, on pourrait intégrer le paramètre de pluviométrie, de la pluviosité, pardon. Et donc, ça permettrait d'arrêter le bridage et de produire plus d'énergie. Mais les pluviomètres ne marchent pas. C'est dommage. L'objectif, c'est de préserver le maximum d'espèces, voire toutes les espèces, en ciblant en priorité, là c'est un avis personnel, les espèces patrimoniales. Donc NT, VU, EN, etc. On nous demande de caractériser la significativité de la mortalité observée. C'est pas facile à dire. Je vais entraîner. Dans le cadre de nos suivis. Dans le cadre du programme Apocop, on va devoir réfléchir à ce qu'est le sens de la mortalité observée ou estimée. Pour l'instant, la méthode à Westham, c'est ça, mais il y a plein d'autres méthodes. Ça va de... J'ai vu dans la littérature américaine qu'il y avait tant de cadavres par mégawatt. Là, il y en a moins, c'est pas significatif. Ou alors, j'ai estimé la mortalité, et quel que soit le résultat, avec les biais que je vais vous montrer tout à l'heure, elle est extrêmement faible ou extrêmement forte, et donc c'est significatif ou c'est pas significatif. Il y a plein de méthodes, et c'est pas écrit dans le protocole. Donc on va devoir améliorer le protocole. Notre méthode, à nous, Westham, mais ça n'implique vraiment, là, pour le coup, que nous, petite parenthèse, pas du tout dans le cadre du programme Apocop, ça c'est ce qu'on fait nous. On classe les parcs d'une région.
Et on dit si vous êtes au-dessus de la moyenne, c'est significatif. Si vous êtes en dessous, vous allez devoir aller regarder l'activité. Donc on a fait un référentiel d'activité, évidemment. Si vous êtes sur une activité modérée ou plus forte que modérée, c'est significatif. Si vous avez impacté une espèce classée VU, c'est significatif. Donc on a créé comme ça un petit diagramme qui permet d'aller à la significativité, mais encore une fois, il n'y a pas de règle. 4e fois que je le dis. Comment bien estimer la mortalité? Alors d'abord, les oiseaux et les chauves-souris sont exposés aux éoliennes, elles meurent. Parfois, heureusement, c'est uniquement parfois. C'est pas parce qu'un oiseau ou une chauve-souris traverse un parc éolien qu'il va mourir. Le barotraumatisme, il va être relativement proche. Dans nos observations, nos suivis d'activité, on voit beaucoup d'oiseaux circuler à l'intérieur des parcs, des faucons, des passereaux, des martinets, sans aucun problème. Et même, pour certaines espèces, avec beaucoup de facilité. C'est un peu déconcertant quand on voit ça, en réalité. On ne comprend pas, en fait, pourquoi ils font ça et pourquoi ils ne meurent pas systématiquement quand ils s'approchent. Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Pas grave. C'est exposé aux éoliennes, il y a une mortalité. On va sur le terrain, on fait notre suivi. On doit analyser la persistance. Combien de temps un oiseau ou une chauve-souris qui tombe morte va rester sur le site? On doit faire un effort d'échantillonnage qui est défini, au moins 24 passages, pardon. La semaine 20 à 43, mais c'est le minimum, et on peut aller jusqu'à 52, on peut même faire plus, évidemment. Et on doit analyser l'efficacité du chercheur. Est-ce que le chercheur qui cherche les cadavres est efficace? Est-ce qu'il ne faut pas un chien, un cochon, n'importe quoi pour trouver plus de cadavres? Pour l'instant, ils sont plutôt tout seuls, ou des fois avec des chiens. Chez nous, ils sont tout seuls. Ça va nous donner la mortalité observée. Donc déjà, on a un peu écrémé, puisqu'on a loupé des choses, forcément, en fonction de la persistance et de la détectabilité. Et ensuite, effectivement, il y a des mathématiciens de renom, extrêmement doués, du coup, on ne comprend rien, qu'on fait des formules. Ericsson, Jones, Uso, il y en a plein. Il y en a au moins une dizaine de formules utilisables. La plus pertinente et celle qui est obligatoire, c'est celle de Uso. Uso, c'est une mathématicienne américaine qui est à la retraite. Donc on l'a contactée, on a travaillé avec elle. Et on lui a dit, on a du mal à comprendre l'intérieur de votre formule. Comment vous faites pour la persistance? Parce que nous, on a l'impression que la persistance, c'est quelque chose d'important. Elle nous a dit, effectivement, il y a des publications qui ne sont pas très très claires. Et en plus, certaines sont fausses. Et en plus, vous ne devriez pas les utiliser dans le protocole national. Elle a appris, quand on l'a contactée, qu'on utilisait ces formules dans le protocole national. Personne ne lui a demandé avant. Ça aurait été bien, en fait, de lui demander avant. Donc on a travaillé avec elle sur l'amélioration de sa formule. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient vraiment complexe. Et puis comme je ne suis pas capable de vous l'expliquer, voilà, ça m'arrange bien. Donc on utilise ces formules et ça donne la mortalité estimée. Et ça, donc, on va pouvoir le faire au niveau régional et au niveau national. C'est vraiment l'objectif du programme APOCOP. On ajoute en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, le protocole national, il est imposé et dedans, certaines règles ne sont pas décrites. C'est très embêtant parce que concernant la méthode d'inventaire, la méthode d'estimation, la méthode de définition de la significativité, on peut faire tout très bien et n'importe quoi très bien aussi. Et donc, on va essayer de travailler à améliorer ce protocole. On a déjà travaillé sur le paramètre persistance, et ça fait 3 ans qu'on a travaillé dessus. On a mis des caméras sur tous les cadavres qu'on a déposés, 278. On les a suivis exactement, on sait exactement ce qui s'est passé, qui est venu le chercher, quelle charognard est venu le chercher, à quelle seconde il a disparu. Et avec des moyens mathématiques assez avancés, on a réussi à caractériser ce que c'était la persistance et comment elle réagissait en fait en fonction des gabarits d'éoliennes, de l'âge du parc, de l'environnement, etc. Donc on a fait une première publication sur ce sujet-là qui va nous permettre d'avancer sur ce point-là en particulier, mais il y a d'autres points qu'on devrait éclairer. En conclusion, je rappelle juste qu'on a commencé le travail en 2018 en interne à Westham, c'était un projet autofinancé. En 2023, on a répondu à un appel à projet de recherche et on a été lauréat et on est très content de travailler avec le CESCO. Ça se passe très bien et c'est très efficace. Le travail, c'est pendant 3 ans de collecter, synthétiser et analyser les données. Et là, on ne sait pas exactement jusqu'où on va réussir à arriver, mais 2 postdoctorants arrivent le 1er octobre. Intégrer aussi les autres résultats des autres programmes de recherche. J'ai passé un peu vite tout à l'heure, mais il y a MAP, Vulneo, etc., SDA+, d'autres programmes de recherche sur d'autres thématiques qui vont permettre d'avoir un ensemble, en fait, et de faire des préconisations finales sur comment, idéalement, hein, c'est toujours au début du programme de recherche, c'est plus facile à le dire, comment positionner les parcs, comment travailler sur le renouvellement et quelles solutions implémenter pour réduire la mortalité. Je vous remercie.
Merci beaucoup Brice pour la présentation. On va pouvoir passer un temps de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Christophe Rideau du groupe Mamalogique Normand. Est-ce que vous pourriez remettre la diapositive, je crois que c'est la 2 ou la 3, présentant les objectifs... Voilà, ça là, exactement. Alors sur la collecte des données et les structurer à un format transposable et statistiquement exploitable, là déjà il y a un point qui m'interroge, parce que comme vous l'avez dit, le protocole élaboré en 2018 a des lacunes que vous avez pointées en fin de présentation. Et effectivement, les prospections peuvent être faites finalement très bien ou pas bien, ce qui pose un vrai problème au niveau de la qualité du jeu de données. Alors déjà, je me pose la question, pour avoir épluché un certain nombre aussi de suivis mortalité, dont ceux, je pense, sur lesquels vous avez travaillé, comment rendre statistiquement exploitables ces jeux de données, enfin déjà des données très hétérogènes, et avoir un jeu de données statistiquement exploitable. Déjà là je m'interroge, à moins de normaliser le jeu de données, ça me pose énormément de questions. Ensuite, travailler sur le point 2, travailler sur la mortalité estimée plutôt que la mortalité observée. Là aussi, je me pose des questions liées à tous les biais qu'on peut rencontrer déjà pour avoir des données fiables de mortalité observée. Déjà d'une, en fonction du protocole mis en place, en fonction de la qualité des intervenants, en fonction des intervalles de temps entre les passages, parce qu'en gros, dès qu'on est au-dessus de 3 jours, la plupart des formules mathématiques, elles valent plus un cachou, ça ne veut plus rien dire, parce que la persistance des cadavres est trop faible. Je ne connais pas votre publication de 2024, mais... C'est ça, il faut passer tous les moins de 3 jours, je suis bien d'accord, et il y a très peu de suivi où c'est mis en place, sauf lorsqu'il y a eu effectivement une mortalité forte observée, où là ils ont mis un peu le paquet sur 1 ou 2 parcs pour essayer de mieux estimer la mortalité. Et ensuite le problème des formules mathématiques utilisées. D'ailleurs je suis surpris que le professeur Rousseau ait publié des formules qu'il ne faut a priori pas utiliser. Donc là déjà je m'interroge aussi, puisque tout le monde l'utilise, même si on ne sait pas la calculer, parce que concrètement c'est tellement imbitable qu'on n'y arrive pas. Mais par contre, il y a plein de résultats publiés, parce qu'ils sont tout le monde utilise cette formule-là, enfin celle-là entre autres. Et donc travailler sur la mortalité estimée, donc il y a encore plus de biais, puisque ça passe par les formules mathématiques. Donc là, moi je ne comprends pas comment on peut travailler ensuite sur un jeu de données de cette qualité-là, puisque de toute façon, la récolte de données à la base est déjà hyper hétérogène. Donc là, alors je sais bien qu'il y a plein de bidouilles mathématiques, statistiques. Au muséum, ils y arrivent pas mal, mais moi, ça me pose vraiment question, quoi. Ensuite, oui, j'en ai d'autres. Alors actuellement, on doit déposer les données via un formulaire spécifique qui s'appelle dépôt bio. Et il y a un nouveau formulaire qui doit sortir de dépôt bio, adapté à la mortalité. Bon, ça fait 5 ans qu'il aurait dû sortir, mais il va sortir à un moment donné. Ce formulaire-là, donc déjà notre base de données sera compatible avec ce formulaire-là. C'est déjà une première chose, ça veut dire que tous les suivis qui ont été collectés et qui ne seront pas déposés après, puisqu'ils ont déjà été faits, donc il n'y a pas eu forcément de dépôt bio, nous on va les déposer, en tout cas les manquants on va les déposer. L'idée d'Apocop, c'est de dire au niveau national on va récolter beaucoup de données, plus qu'au niveau régional ou interrégional comme on l'a fait avant, et donc par des magies mathématiques, on va pouvoir, mais rien n'est magique, hein, je vais revenir dessus après, on va pouvoir s'affranchir du problème majeur de la mortalité, qui est, et c'est peut-être un peu choquant de le dire, mais un événement rare. D'un point de vue mathématique, c'est un événement rare.
le nombre de passages qu'on fait, etc. Tout ça, c'est des événements un peu trop rares en mathématiques. Les biais, alors, donc là, en fait, quand je dis statistiquement exploitable, ça veut dire que pour chaque cadavre, pour chaque prospection, on a l'ensemble des informations dans la base de données. C'est-à-dire qu'on a une base de données avec des centaines de milliers de lignes. Ça veut dire ça, statistiquement exploitable. C'est-à-dire que pour chaque prospection, on a la date, le cadavre, l'endroit exact, le numéro de l'éolienne, les dimensions, les gabarits de l'éolienne, l'environnement qui est autour, etc., etc. Ça veut dire ça. Concernant la formule de Uso, en fait, dans ses publications, en 2011, elle a expliqué qu'on pouvait utiliser, pour calculer la persistance, le temps de dernière présence ou la médiane du temps de l'intervalle entre la dernière présence et la première absence observée. Les gens, voilà, ils ont lu Uso et ils ont appliqué la formule. Malheureusement, c'était l'autre qu'il fallait utiliser, celui avec la médiane. Comment on le sait ? C'est via la publication qu'on a faite, en déposant beaucoup de cadavres, en les suivant avec des caméras trappes. Et on est venu simuler derrière le fait de venir tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, ou de venir comme le demande le protocole. Et on a fait les estimations de mortalité avec différentes formules pour voir ce qui était le plus proche de la réalité, du vrai taux de disparition observé. Le plus juste, c'est GNeST, qui est un outil en ligne développé aussi par Uso. Le deuxième plus juste, c'est la formule de Uso, avec la médiane, le calcul de la médiane pour la persistance. Et ensuite, d'autres formules. Donc l'estimation de mortalité, elle ne va pas tout résoudre. Comme vous le disiez, si on ne respecte pas dans les tests de persistance le fait de venir sur un intervalle de moins de 3 jours, le test est faux. Ça, on l'a démontré, ça a été publié en avril. Une fois que la persistance est calculée, on peut s'en affranchir dans le suivi de mortalité, puisque les formules mathématiques ont été conçues pour intégrer les biais. C'est-à-dire que Uso et les différents autres chercheurs ont fait ce qu'on a reproduit ici, ont fait des vrais suivis avec des chiens sur des parcs très ouverts, et donc ils ont considéré que leurs observations étaient parfaites, et derrière ils ont dû construire les formules pour reproduire le fait de venir 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, etc. Et donc ces formules, elles ne sont pas complètement nulles, parce qu'à l'intérieur de ces formules, on vient corriger le problème de la persistance, corriger le problème de la prospectabilité, corriger le problème des surfaces observées. Mais ce n'est pas magique. Si vous faites un test de persistance et que les cadavres disparaissent en 1 jour et demi, ce qui est rare mais qui arrive, et que vous passez tous les 7 jours, vous ne verrez rien. C'est problématique. Ou quand vous allez estimer la mortalité, il va vous dire vous avez 5000 cadavres. Vous avez tué toutes les chauves-souris du département pour l'espèce concernée, en un coup. Ce qui est faux, évidemment. Donc ces formules-là, elles sont perfectibles, mais elles ne sont pas nulles. Et je pense que les 2 informations sont très intéressantes. La donnée brute, elle est intéressante parce que déjà, il n'y a pas d'énorme tri. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les données. Et donc c'est une donnée qualitative. On utilise l'espèce. On sait quelle espèce est impactée, à quel moment et où. Et c'est ça les graphiques que j'ai montrés, les cartes que j'ai montrées. Donc c'est une première information qui est quand même fondamentale. Mais si on n'estime pas la mortalité, on va rester sur une donnée trop faible. On pourrait créer d'autres formules. Peut-être qu'on créera d'autres formules plus performantes. Il y a même des formules qui permettent d'utiliser, de calculer le nombre de cadavres réellement impactés, alors qu'on a trouvé 0 cadavre. Donc, alors là, la formule de Bastos et les autres formules, je ne vous raconte pas l'état de la formule. C'est ésotérique. Pour moi, c'est ésotérique. Donc, ce ne sera jamais parfait, mais au moins, on aura une fourchette. On pourra dire, le minimum, c'est la mortalité brute. C'est ce qu'on a observé. Et on essaye de se rapprocher, via des formules de plus en plus précises, de la mortalité réelle. Mais on sait que ce n'est pas vrai. On sait que ce n'est pas ça l'information. Donc on ne va pas travailler avec des données absolues, on va travailler avec des fourchettes, on va travailler comme quand on estime l'état d'une population d'oiseaux migratrices, sur certaines espèces, on va de 200 000 à 500 000 individus. Là, peut-être que ce sera la même chose. On aura des fourchettes, on aura des quantiles, des moyennes, des médianes, et on travaillera, mais on travaillera quand même sur quelque chose de plus précis. Il y avait une troisième remarque ? Pour toute la France, ouais. Ouais, pour toutes les espèces. Ouais, ça va être long. Ouais, très long. Et... Alors, nos ordinateurs ont planté hier. Je veux dire. On a rajouté de la RAM, mais ça ne suffit pas. Les intervalles en fonction des suivis, hyper variables, des fois. Oui.
Tout à fait. D'où l'importance d'utiliser la donnée transformée, c'est-à-dire la donnée estimée, qui a déjà corrigé ces biais-là, plutôt que la donnée brute. De toute façon, ce ne sera jamais parfait sur la quantité. Mais comme quand on estime l'état d'une population, pour les chauves-souris, comment estimer l'état d'une population de chauves-souris? Localement, c'est hyper dur. On arrive à voir que ça monte ou que ça descend en faisant des suivis, mais compter le nombre d'individus, c'est impossible. Donc ce ne sera pas le seul déterminant pour pouvoir dire ça impacte la population ou pas. Pour l'instant, on utilise les statuts de conservation, donc on fait appel au savoir des experts sur chacune des espèces et des différents suivis qui ont été faits à l'échelle régionale pour pouvoir dire s'il y a un impact sur ces espèces-là qui est majeur, plus important que sur d'autres espèces, et travailler d'abord sur ces espèces-là, en priorité en tout cas. Merci beaucoup pour ces compléments. Christophe, je te propose, s'il y a d'autres questions, de prendre contact directement avec, avec Brice. Ouais. Avec combien d'individus? C'était déjà, vous savez qu'on a des grosses populations dans l'ouest de la France, dans les zones marais, et c'était déjà quelque chose qui avait été pointé, même les premières études éoliennes qui datent de 2003-2004, ont pointé déjà la migration de ces espèces-là. Les données, enfin, on a plus de matière maintenant, mais c'était déjà quelque chose qui était déjà très établi, même en 2008. Merci. Est-ce que... Ouais. Une question. Je m'interrogeais toujours dans la recherche de cadavres que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez parlé de suivi par caméra ou par piège photographique. Donc j'imagine que si vous pouvez nous donner un petit peu plus d'éléments par rapport à ça sur la méthode. Et deuxième question, je voulais savoir si la vision thermique a été utilisée pour essayer de rechercher des cadavres aussi autour des éoliennes, alors avec drone ou autre, hein, mais si on a pensé à ça et s'il y a des résultats connus aujourd'hui. Merci. Alors les caméras, c'est assez simple. On prend un piquet de bois, on attache une petite caméra comme ça, on la penche vers le cadavre qu'on a déposé nous-mêmes et on la fait fonctionner pendant 15 jours ou 3 semaines jusqu'à disparition complète du cadavre, soit parce qu'il a été pris par un charognard, soit parce qu'il a été décomposé. Les caméras filment soit elles filment en permanence, soit elles prennent des photos toutes les 10 secondes. Alors que nous on dépose. Alors il y a différents types de cadavres parce qu'on a essayé de voir aussi si la taille du cadavre était importante, la couleur, etc. Donc c'est de l'élevage, hein, c'est des poussins, des cailles, des souris, des rats. Ça va de la petite bête à la moyenne bête, des poulets. Canard, non, pas de canard. Mais il y a différentes espèces qu'on a déposées comme ça. Et un point important qu'on a observé, donc ça c'est pas encore publié mais ça va venir, il semble que l'un des facteurs majeurs qui caractérise la persistance, et ça, encore une fois, c'est vraiment une avancée pour nous en tout cas, c'est l'âge du parc. Il semble, enfin c'est sûr même, les charognards s'habituent à la mortalité et viennent de plus en plus vite. Donc les cadavres disparaissent de plus en plus vite. Si vous faites le suivi la première année, vous allez avoir un bon aperçu de la mortalité. Si vous le faites la deuxième année, voire la troisième année, vous n'avez déjà plus qu'une toute petite partie des cadavres. Et donc c'est important d'étudier la persistance. Sur tout ce qui est infrarouge, radar, système sensoriel de détection des collisions, ça existe. Nous, on ne les a pas utilisés. C'est très coûteux et puis généralement, pour l'instant, c'est assez réservé à l'éolien en mer. Mais il y a déjà des systèmes qui permettent de détecter des contacts. Un individu qui percute une pale d'éolienne, il y a un système qui existe qui permet de savoir ça. Il y a même un autre système qui permet de dire ça a été impacté à tel moment et ça a été projeté ici. Voilà. Donc il y a plein de systèmes qui existent partout dans le monde et on ne les utilise pas parce que c'est cher en fait. C'est cher et puis surtout c'est en développement. Ça reste de la recherche appliquée avec une vente d'un process ou de matériel qui est nouveau. Et donc c'est toujours risqué d'utiliser du matériel nouveau qui n'a pas été rodé en quelque sorte. Mais sinon, infrarouge, quand les individus sont morts, ça ne sert plus à rien. L'odeur, ça ne sert plus à rien non plus au début, mais après, quand ça pourrit, oui, mais l'état de pourrissement, ça dépend de la température et du niveau d'hygrométrie, donc ce n'est pas toujours performant. Ce qui marche bien pour l'instant, il y a une thèse sur le sujet, c'est la recherche avec des chiens, mais il faut de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est ma conclusion, rechercher les cadavres avec une fréquence assez haute.
Pour l'instant, c'est 1 fois par semaine, le protocole. 2 fois par semaine, ce serait mieux. Et il faudrait cibler, je pense, les périodes où on voit, plutôt que d'aller dans un champ de maïs qui est haut comme ça où on ne voit plus rien. Mais le protocole ne le permet pas. Donc, probablement qu'on fera des recommandations par rapport au protocole. Et elles seront intégrées ou non, d'un point de vue réglementaire. Probablement non. Et nous, on sera toujours obligé de respecter le protocole. Mais on pourra faire légèrement différemment ou, en tout cas, se mettre d'accord sur des méthodes d'analyse des résultats. La thermique, ça a été testé. Ouais, suivi thermique, ouais. La thermique, ça doit être moins efficace que l'infrarouge. Alors, pour les suivis d'activité, oui. Pour les oiseaux et les chauves-souris. Pour les suivis de mortalité, non. À ma connaissance, non. C'est pas utilisé, en tout cas. On cherche, c'est des vraies personnes qui cherchent pour l'instant. Et pas des drones. Oui. On va prendre une dernière question avant de passer à la prochaine intervention. Merci. C'est juste curiosité. Est-ce que les charognards, du coup, enfin, je sais pas, les corbeaux, les corneilles, sont d'autant plus impactés aussi sur les, enfin, plus le parc vieillit? Est-ce qu'il y a une corrélation? On n'a pas étudié la vie des charognards après qu'ils soient venus chercher nos cadavres. Par contre, on a essayé de... Donc on a regardé la liste et on les a triés aussi. Donc c'est le renard, le chat, la corneille, la buse, le blaireau, le lièvre, qui devient assez violent. Pas souvent, mais ça arrive. Donc on a trié comme ça. Et par contre, ce qu'on a analysé, c'est l'environnement de ces espèces-là, la densité, la linéaire de boisement, est-ce qu'il y a un boisement à proximité, la densité, est-ce qu'il y a une zone humide à proximité, sa densité, sa surface, et essayer d'expliquer la variable charognard. Mais pour l'instant, c'est très peu avancé. Ouais. Et l'effet de la mortalité sur les charognards, pour l'instant, on n'en sait rien. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Merci beaucoup pour ce temps d'échange et pour la présentation. S'il y a des questions en suspens, n'hésitez pas. De toute façon, il y a un petit temps à la fin de la réunion si vous voulez interpeller les différents intervenants. On va pouvoir maintenant passer au dernier temps lié donc à l'éolien. C'est le témoignage de 2 structures naturalistes régionales, donc le GON et le GMN. Et donc je vais demander à Christophe Rideau et à James Jean-Baptiste de venir nous présenter leur participation dans les projets. Du coup, Christophe, ouais, venir tous les deux, comme ça on va enchaîner les deux, et puis le temps de questions sera commun. Hop, pour passer les slides. Okay. En bas. C'est moi qui commence du coup. Tu passes comment tes slides ? Ça c'est le petit pointeur, et là pour passer. Donc je présente rapidement le GON, ceux qui ne connaissent pas. On est une petite assoce créée il y a 50 ans. On travaille sur 3 grands axes. On observe et on étudie les oiseaux sauvages de Normandie dans leur milieu. On protège les oiseaux et leurs habitats. Et on initie et on sensibilise le plus grand nombre de personnes à l'ornithologie. On est à plus de 1000 adhérents, plus de 350 observateurs actifs, 14 salariés, 3 millions de données en fichiers, 1200 études sur le patrimoine ornithologique de la Normandie, 32 réserves, 300 refuges, 300 animations par an et du coup près de 6000 participants aux animations. Notre base, c'est... Je m'avance, ouais. La base, elle est avant tout scientifique, donc on fait des enquêtes, des études, des publis. Ça, c'est le quotidien de la SOS. Notre démarche est toujours étayée par des arguments scientifiques. On n'est pas une assoce d'écolo-zozo. On ne veut pas d'éoliennes, on veut d'éoliennes, on ne veut pas de nucléaire. On s'en fout de ça. Nous, on travaille pour les oiseaux. Nous utilisons ces données pour alerter les responsables lorsque le patrimoine ornithologique est menacé. Et donc, ces données sont aussi utilisées pour créer puis gérer des réserves. Le réseau du GON est le plus ancien de Normandie, le réseau des réserves du GON. Donc, l'éolien terrestre, dans notre expérience, on en a fait dès le début des projets éoliens en Normandie. On a fait plus de 150 études diagnostiques et synthèses sur l'éolien dans les 5 départements normands. On a fait des suivis avant implantation, des suivis d'exploitation, suivis mortalité, mesures d'accompagnement et de compensation. Donc, si je dois le rappeler, l'importance de l'étude post-implantation avec une participation normande, les grands axes, souvent on nous demande par où les oiseaux passent, c'est quoi l'axe de migration en Normandie? On en est encore là, des fois, il n'y a pas d'axe, en fait, ils passent partout. Vous fassiez de la migration post-nuptiale partout en Normandie, vous allez avoir des migrateurs. La migration prénuptiale, elle est peu visible.
Suivi des nicheurs, et c'est important pour connaître l'impact de l'éolien. On l'oublie souvent. On fait de l'étude mortalité, mais on ne s'occupe pas des nicheurs locaux. L'hivernage, c'est à suivre en fonction des secteurs. C'est pas forcément pertinent quand on fait une étude éolien. Et les grands principes qu'on a, c'est pas d'éolien en boisement ni sur la bande arrière littorale. C'est des grands principes que l'on a et on ne veut pas avoir de machines sur ces secteurs. On a vu différentes études sur la mortalité. Le but, c'est qu'on n'ait pas de mortalité. Donc, quand on connaît déjà des grosses zones où il ne faut pas mettre d'éoliennes, on a le E dans ERC. Il ne faut pas l'oublier. Souvent, on passe au R, très souvent au C, sans s'occuper de l'évitement. Donc, tac, ça, je l'ai refaite. Donc, sur de la mortalité, on a fait les suivis obligatoires de la mortalité qui sont conditionnés par l'ICPE. Ce qui nous semble toujours peu pertinent, si des éoliennes tuent les oiseaux, on le sait depuis longtemps. C'est coûteux, aléatoire, il y a des biais de prospection, donc il y a diverses méthodes et de la persistance des cadavres, ça a été dit en amont. Donc plusieurs méthodes de calcul qui sont diverses et variées. Et quand on creuse, on voit que, tu nous l'as rappelé juste avant, c'est pas le top. D'autant plus pour des assos, c'est un peu chiant à calculer tout ça. Pas de synthèse nationale, pas de synthèse normande malgré les obligations de suivi, donc ça arrive, j'espère que ça va être effectif. Moyenne nationale à 5 oiseaux morts par an, par éolienne et par an, c'est ce qui sortait au niveau de l'étude de la LPO 2017. Donc maximum 26 oiseaux avec une anormalité au-dessus de 18,3 oiseaux morts par éolienne par an. Donc sur les travaux du GON qu'on a fait divers et variés, on a des chiffres divers et variés qui ne veulent pas dire grand-chose. Donc en fonction du RAPOL, il faut proposer un projet cohérent pour accompagner la vie faune, des réflexions sur la gestion des bernes et sur la gestion des zones de maintenance. Sous les éoliennes, c'est un bordel sans nom. C'est des zones de dépôt de fumier, de cache pour les perdrix, pour qu'elles puissent se nourrir et tout. Et puis, il n'y a pas de cohérence. Et quand on veut faire de la mortalité, si vous avez 300 mètres carrés de dégagés et autour, c'est un champ de maïs, la pertinence du suivi de mortalité, il est ridicule. Donc, s'il y a des obligations à faire, c'est si on fait du suivi de mortalité, on fait une zone de maintenance d'1 hectare autour pour qu'on puisse suivre la mortalité. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Si vous êtes déjà allé sous des éoliennes, vous avez bien pris conscience que en dessous, des fois, on gare une bagnole et des fois l'agriculteur, il arrive à gratter jusqu'à la zone de l'éolienne. Donc, il faut des suivis protocolés comparables dans le temps et au niveau national pour les nicheurs aussi. Donc, tu l'as rappelé pour la mortalité, c'est bien d'avoir des protocoles, mais si il est fait au niveau national, c'est bien. À l'heure actuelle, on n'a qu'un protocole national qui existe, c'est le stock EPS. Il est rapide et l'analyse est comparative avec les données du muséum. Si vous faites vos 10 points d'écoute sur un secteur, vous pourrez les comparer au niveau national. Et puis il y a le Quadra, qui est une méthode qui est très chronophage, mais c'est la réalité ornithologique qui sortira de ces suivis. On a fait un contrat avec le parc de Garcelles-Secqueville en plaine de Caen. On le suit depuis 2011. C'est 8 éoliennes, 16 MW, 71 mètres de diamètre. On a fait un protocole stock sur le parc et sur une zone témoin située à 4 km, c'est-à-dire que le même jour, on fait les suivis sur le parc éolien et on a une zone témoin un peu plus loin qui nous permet de voir si les baisses ou les hausses sont cohérentes ou exceptionnelles sur le parc. Et on recherche les busards et les odycnèmes aux alentours. Donc, on a notre zone témoin qui est ici et les points qui sont placés sous les éoliennes du parc de Garcelles-Secqueville. Donc, les données, ça donne ça. En rouge, c'est la zone témoin. En bleu, c'est la zone du parc. Donc, c'est le nombre d'espèces par site. J'avais commencé la zone témoin avant la montée du parc. On ne sait jamais quand on bosse sur un parc s'il va exister un jour. Et un jour, il y a le développeur qui vient et dit il y a un parc, il faut faire le suivi. Mais on ne sait jamais si c'est accepté ou pas. Donc, on voit que, en gros, il y a un peu plus d'espèces par site, mais c'est pas flagrant sur les sites témoins, pardon. Sur le parc, on est un petit peu en deçà. Et peu sur les effectifs cumulés, donc le nombre d'oiseaux total compté sur les parcs ou sur la zone témoin, on est aussi un petit peu en deçà, mais c'est pas flagrant non plus. Donc on voit que ça se lisse avec le temps et que je dis souvent aux développeurs, faire une étude sur un an, ça veut rien dire. Si vous avez un phénomène climatique qui fait que vous avez des populations d'oiseaux qui sont en baisse cette année-là,
on peut dire c'est à cause du parc qu'il n'y a pas d'oiseaux. Quand on refait l'étude 10 ans après, si on retombe sur un cycle bas, on va conclure que c'est le parc qui a tout dégagé. En fait, non. La nature, elle vit avec la météo, et donc les années ne sont pas similaires. On a fait aussi des tests sur les espèces patrimoniales, puisque l'État veut des espèces patrimoniales pour juger des dossiers. La petite faune commune a peu de place, mais on parle d'espèces de l'annexe 1, donc c'est avec celle-là qu'on va bosser. En gros, à proximité des éoliennes, paradoxalement, c'est là où on a le plus d'espèces patrimoniales. À l'écart des éoliennes, on est un peu plus bas. Par contre, on a plus d'oiseaux à l'écart des éoliennes qu'à proximité d'oiseaux, en termes d'effectifs. Donc, en gros, les parcs éoliens attirent les espèces patrimoniales. On pourrait conclure ça. Donc, des espèces patrimoniales au pied des éoliennes. Sur le site de Garcelles, Secqueville, c'est des sites qu'on connaît bien depuis très longtemps. Donc, création du GON en 72, et c'est le dictame criard, c'est une espèce qu'on suit depuis très longtemps. On n'avait jamais eu de données avant le montage du parc sur le site. Le parc a été monté en 2009. L'installation des Eudicnems, ça a été en 2013, et depuis, ils sont chaque année sur le site. Et ils nichent juste à côté des machines. J'ai des nids à 63 mètres du pied d'une éolienne. Et donc, c'est des couples qui sont toujours présents. Ici, on a des poussins et les machines qui sont derrière. Ça ne marche plus. C'est un bug. Donc on fait suivi des busards aussi, ça a été rappelé par Raphaël au début. En Normandie, on a une zone témoin en fait avec l'éco-conditionnalité de la PAC, c'est-à-dire que les agriculteurs touchent depuis des décennies des primes PAC, mais ils oublient le petit astérisque qui a marqué en dessous où ils disent vous touchez ces primes sous condition de préserver les espèces protégées qu'il y a sur votre site. Donc sous l'initiative de la DREAL et de la préfecture, des préfectures, on a mis en place cette éco-conditionnalité qui oblige l'agriculteur à protéger ces espèces. Sinon, il ne touche pas toutes ces primes PAC. Et on demande à ce que cette mesure soit développée systématiquement sur les parcs où il y a ces espèces phares, c'est-à-dire que le développeur éolien peut donner un petit peu de sous pour protéger vraiment les espèces, parce que là, on les protège vraiment. Quand on les soustrait à la moisson, on protège vraiment des espèces de l'annexe 1. Et du coup, ça se passe plutôt bien, puisque moi, j'ai rencontré plus de 50 agriculteurs en plaine de Caen, et aucun nous a embêtés sur cette mesure, surtout quand on lui dit qu'il perd 5% de ses primes s'il ne le fait pas, et que derrière, c'est un délit. Et donc, il risque 150 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Donc, souvent, ça passe assez bien. Et puis, si vous avez le PowerPoint, j'ai décliné le protocole, en fait, que l'on fait sur ces parcs. Donc, sur des BE, pensez à après l'éolien. C'est qu'on peut avoir des suivis, des données. Tout à l'heure, tu disais qu'on a des manques de données. Ces données, il faut aller les chercher sur le terrain, et c'est du suivi à long terme qui nous permettra d'y répondre, et surtout pas des petits pics de suivi tous les 3 ans, tous les 10 ans, tous les 20 ans. Si on le fait chaque année, on lisse pas mal de données. Et donc, on a ce parc-là, on en a 4 autres qui sont en cours, et on développe donc le suivi des points stock et les conditionnalités parc. Et en plus, ça fait plaisir à la DREAL et aux préfectures. Merci beaucoup. James, on va pouvoir passer à la seconde présentation. Donc Christophe, ouais, on enchaîne, on fait le temps de questions après. Est-ce qu'il y aura des Larsen d'ici? Non, je pense pas. Ah oui. Ok. Donc nous, je vais vous présenter comment le GMN intervient au niveau des chiroptères dans les projets éoliens actuellement. Donc nous, comme le GON, on est une association assez ancienne, et on est référent régional sur les mammifères. On a un observatoire thématique, une base de données assez importante. On fait des suivis de population de chauves-souris depuis environ 45 ans. On fait quelques études, surtout des inventaires. Et on essaye de protéger ces animaux, parce que c'est un des objectifs premiers de l'association. On fait également de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, des formations, des conseils aux professionnels, aux particuliers, et on anime le plan régional d'action sur les chiroptères. Non, je
peut-être passé un peu vite, oui, les chauves-souris éoliens. Alors, pour l'anecdote, nous au GMN, on a travaillé sur les... Ah, oui, il y a une petite inertie entre les clics. Voilà. Peut-être que la pile commence à être un peu fatiguée. Ouais. Oui, on a travaillé sur des projets éoliens, on a fait des prédiagnostics, des diagnostics entre 2003 et 2014 sur une centaine de projets, avec des moyens rudimentaires à l'époque, parce qu'on n'avait pas les connaissances qu'on a maintenant. On travaillait surtout au sol, on n'avait pas forcément de boîtier d'enregistrement. Maintenant, les études qui sont faites par des bureaux d'études sont souvent déjà mieux cadrées, plus pertinentes, avec des durées d'études plus importantes. Donc on a sous-estimé souvent les enjeux chauve-souris, en tout cas sur plusieurs projets. Maintenant, certains parcs ont été construits et on s'aperçoit par les suivis de mortalité qu'il y a des fois une mortalité importante, alors qu'on pensait que les niveaux d'activité en Normandie étaient relativement faibles comparé à des régions du centre ou du sud de la France notamment. Donc on pensait qu'il y avait peut-être moins de problèmes en Normandie qu'ailleurs, ce qui n'est pas forcément vrai. Ça dépend vraiment du parc et de là où il a été implanté. On a fait quelques suivis de mortalité, mais on s'est très vite arrêté. Parce que c'était très compliqué. Il n'y avait pas encore le protocole, parce que c'était bien antérieur à 2018. Et en gros, les exploitants, ils voulaient faire le minimum, hein, surtout très peu de passages, des surfaces à inventorier au sol, comme l'a dit James, réduites à peau de chagrin. Donc c'était des suivis nuls, sans intérêt. Mais on trouvait quand même des chauves-souris, mais globalement, on ne pouvait rien en tirer, et surtout pas utiliser les méthodes de calcul d'estimation, enfin, qu'on utilisait quand même, mais les résultats étaient vraiment bidons. Donc on a très vite arrêté, et maintenant il y a beaucoup plus de suivis de mortalité qui sont mieux faits, nettement mieux faits globalement, et on s'aperçoit qu'il y a de la mortalité. Alors du coup, là ça va être les diapositives qui vont suivre auraient peut-être dû être présentées avant finalement, puisque c'est replacer un petit peu le contexte des chauves-souris vis-à-vis de l'éolien. Et du coup, on l'a vu dans les diapositives précédentes, il y a une grande vulnérabilité de certaines espèces de chiroptères à l'éolien, qui est une menace supplémentaire pour ces espèces, notamment les espèces de haut vol, qui a priori étaient peu impactées par les activités humaines, par certaines activités humaines, et qui maintenant rencontrent des machines dans leur zone d'évolution. Et il y a des impacts très préoccupants concernant certaines espèces. Donc des espèces, on l'a vu tout à l'heure, des espèces communes comme les pipistrelles, d'autres moins communes comme les noctules, les sérotines en général. Donc il y a un niveau de sensibilité qui a été évalué au niveau national et européen, qui a été validé en 2015 dans une publication mise en ligne par Eurobats, avec des espèces qui sont beaucoup moins sensibles, c'est toutes celles qui volent près du sol en fait. Parce que toutes les espèces de chauves-souris n'évoluent pas dans les mêmes habitats, n'ont pas les mêmes comportements de vol. On va en avoir qui vont évoluer dans des milieux très fermés, qui vont être forestières, d'autres qui vont évoluer en fonction des caractéristiques de leurs signaux d'écolocation près du feuillage, près du sol. Et d'autres au contraire qui sont des espèces dites de lisière, qui vont être susceptibles de monter un peu en altitude, et d'autres qui volent carrément, qui sont des espèces de haut vol, qui chassent en altitude, parfois très haut, comme les noctules. Donc là, lisez pas les textes, hein, regardez juste les éoliennes et le gradient en bas d'éloignement aux arbres, à la forêt. Donc il y a les principaux types de risques éoliens pour les chauves-souris, en fait, donc les espèces de haut vol, qui volent en plein ciel, qui, elles, pour le coup, peuvent être impactées directement lors de allées et venues, lors de leur chasse, lors de leur migration, au niveau des pales des éoliennes, parce que c'est les hauteurs de vol fréquentes pour ces espèces-là. Ensuite, des espèces de lisières, mais qui peuvent s'éloigner des lisières, dès l'instant que les conditions météo le permettent, lorsque les conditions de vent sont favorables, donc très peu de vent, des températures assez élevées, et qui vont être susceptibles de prendre de l'altitude, et qui vont monter au niveau des pales des éoliennes, parfois en s'appuyant sur les mâts, qui sont des structures verticales qui pourraient ressembler à des arbres. Et donc là, à ce moment-là, il y a un risque pour elles, qui est quand même faible lorsque les éoliennes sont très éloignées des lisières, qui augmente lorsque ces éoliennes se rapprochent des lisières,
Et lorsqu'elles sont implantées dans des bois, alors là, ça pose vraiment problème parce qu'on va avoir quasiment toutes les espèces qui vont être potentiellement impactées, y compris parfois des espèces plutôt forestières qui vont chasser sur la partie haute de la canopée. Alors c'est plus rare, mais c'est un problème. Il y a aussi beaucoup plus de proies dans ces secteurs-là, donc en Europe, mais également aux États-Unis. C'est là où on observe les plus fortes mortalités de chauves-souris. Même lorsque les habitats sont détruits au pied des machines sur une surface assez importante, il y a quand même une très forte mortalité. Alors, donc les principaux impacts, on les a vus, je vais passer rapidement. Donc la destruction directe des individus par collision, par barotraumatisme. Donc la destruction des habitats par défrichement, terrassement. Et donc il peut y avoir un impact sur les habitats de chasse, sur les gîtes et sur les corridors de déplacement éventuellement. Alors ça va être surtout vrai lorsque les machines sont implantées dans des zones de bocage, dans les milieux prairiaux, où il y a des dommages collatéraux lors de la construction du parc. Ça va être moins vrai dans les grandes zones de plaine agricole, grandes plaines céréalières. Il peut y avoir un phénomène d'aversion aussi, donc des perturbations des corridors de vol, des évitements, en fait, tout simplement, de la zone où sont implantées les machines, et une mortalité qui peut être supérieure sur tous les parcs qui sont localisés sur des voies migratoires. Et pour ça, on a quand même une forte responsabilité en Normandie. Là, juste pour illustrer, c'est une carte des voies migratoires de la pipistrelle de Nathusius, dont on parlait tout à l'heure, avec, d'après les spécialistes, ça c'est extrait d'un atlas européen qui est en train de sortir, avec des voies migratoires importantes depuis les pays baltes, la Russie, la Fénoscandie, vers le sud-ouest de l'Europe. Et on suppose fortement, et maintenant la plupart des données que l'on recueille semblent confirmer qu'il y a une voie migratoire importante le long du littoral. Alors, comment on intervient, nous, actuellement, vu qu'on ne fait plus du tout d'éolien, parce que c'était vraiment insupportable, les discussions de marchands de tapis avec les porteurs de projets. Et ils faisaient pression, concrètement. Je pense qu'ils font pression également sur les bureaux d'études qui rendent leurs conclusions. Alors, je ne sais pas, je me demande si j'ai pas sauté une... Alors, attendez, je vérifie, non, c'est bon. Donc il y a un tableau de sensibilité des espèces qui a été élaboré pour la région, mais qui se calque ni plus ni moins sur ce qui a été fait au niveau européen et français, donc avec des espèces très vulnérables, comme la noctule commune, la pipistèque pygmée, d'autres pipistrelles. Donc voilà, ce tableau a été fait, donc c'est à la disposition, c'est extrait du guide de l'Indréal. Donc tous les porteurs de projets, tous les bureaux d'études ont accès à ces données, mais qui sont maintenant très connues. Il y a une carte d'alerte qui a été aussi réalisée sur la base des données dont dispose le GMN au niveau régional, qui est un peu compliqué à lire. Mais en gros, il faut éviter les secteurs forestiers, les secteurs très bocagés. Il y a plusieurs secteurs à fort enjeu, et notamment des secteurs où il y a des colonies noctules qui sont connues. Donc là, c'est les petits points rouges entourés d'une zone tampon, de couleur verte ou jaune. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de zones, concrètement. Il n'y a que les grandes zones de plaine céréalière qui sont a priori sur le papier les plus favorables. Ailleurs, eh bien, il faut faire des études pertinentes avant d'installer un parc. Et essayer d'éviter les zones les plus problématiques. Il y a aussi tous les grands sites Natura 2000 protégés, sites d'hibernation. Alors le GMN fournit plutôt des synthèses de données pour les développeurs éoliens et les bureaux d'études, pour transmettre l'état des connaissances, qui est parfois incomplet en fonction des secteurs, très, très lacunaire. Il y a d'autres secteurs qu'on connaît mieux. En gros, on fournit 10 à 15 synthèses par an. Donc il y a aussi une mobilisation des données qui sont dans notre base pour les services instructeurs, parce que des fois ils se posent des questions sur certains parcs. Est-ce que les données fournies dans les études d'impact sont vraiment correctes? Est-ce qu'ils ont tout bien pris en compte? C'est pas toujours le cas, parce qu'il y a beaucoup de structures qui veulent pas passer par nous et qui estiment très bien connaître les populations de chauves-souris localement, ou qui se fient uniquement
aux relevés qui sont effectués sur le terrain. Malheureusement, on peut des fois passer à côté de certaines espèces, il peut y avoir des défauts de prospection, tout dépend des conditions météo dans lesquelles on fait ces prospections. Enfin, bref. Certains de nos bénévoles, donc c'est surtout des bénévoles, qui passent régulièrement au pied des machines pour essayer d'identifier les parcs les plus mortifères. Alors vous allez me dire que normalement le boulot est fait, puisqu'il y a des suivis mortalité imposés et qui sont réalisés, sauf que comme on l'a vu, ils sont plus ou moins bien réalisés. Ceux qui étaient antérieurs à 2018, il y en a qui sont vraiment bidons. Et puis nous, ça nous permet aussi d'avoir des données, certes complètement empiriques et aléatoires, mais sur les espèces touchées et sur l'impact de certains parcs. Et on a été surpris parce que il y a des parcs où il y a eu des suivis, parfois avec un nombre de passages important, mais avec des espaces entre les passages assez élevés. Et quand les bénévoles vont sur ces parcs, lorsque les conditions météo préalables étaient très favorables, parce qu'on le sait bien, il y a des soirs, il fait doux, il y a très peu de vent, on sait que les chauves-souris vont migrer, comme les oiseaux d'ailleurs, on peut anticiper. Et ben, quand les bénévoles y vont, ils en trouvent des chauves-souris. Alors ils les laissent sur place, parce que des fois on n'est pas toujours au courant, on ne sait pas s'il y a un suivi de mortalité en œuvre ou pas, donc tous les animaux, bien entendu, sont laissés sur place pour ne pas biaiser les suivis qui sont en cours. Et là, on a donc comment dirais-je, un petit diagramme des espèces impactées qui correspond à ce qu'on observe partout ailleurs. En gros, principalement la pipistrelle commune, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui ressort des suivis de mortalité officiels, la noctule commune également. Des espèces très rares, on a 3 Vespertillion bicolores, alors que c'est une espèce considérée comme exceptionnelle dans la région, et on a déjà trouvé 3 sous des parcs. Donc, ça pose question sur aussi nos capacités à inventorier certaines espèces, qui sont peut-être plus fréquentes qu'il n'y paraît. Là, on doit être à peu près à 500 chauves-souris, sur une période assez longue. Et on transmet aussi cette information au service de l'État. Notamment, il y a des parcs sur le littoral séno-marin qui, visiblement, semblent poser vraiment problème. Donc, on a informé l'Adréal. Mais visiblement, pour l'instant, il n'y a rien de fait. En tout cas, les exploitants n'ont pas pris en compte cette problématique. Ah si, dans 2 cas, il y a des bureaux d'études qui sont passés faire des suivis, mais ils n'ont rien trouvé. Rien trouvé, pardon. Parallèlement, concernant les espèces vraiment touchées, on essaye de faire des suivis, mais c'est pas évident. Sur la pipistrelle de Natusius, des suivis de gîtes, des suivis de places de champs. Là, on va avoir un peu plus de moyens ces prochaines années. L'objectif, c'est d'avoir plus de connaissances sur cette espèce, mais aussi de compter les points. À savoir que si, par exemple, on a moins de chanteurs sur les places de champs, sur un ensemble de plages de champs en Normandie, on peut éventuellement émettre l'hypothèse qu'à terme, il y a un problème de mortalité ou de diminution des populations. On a un projet également sur les noctules, parce qu'au niveau national, il y a quand même une grande inquiétude sur l'évolution de la population de noctules communes, qui est une grosse chauve-souris qui vole et qui est très impactée par les éoliennes. Alors peu chez nous, parce qu'il y en a très peu, c'est déjà une espèce très rare. Par contre, c'est une espèce migratrice, et dans tout le nord et l'est de l'Europe, où il y a énormément de parcs éoliens, la mortalité est catastrophique, et les chercheurs ont beau alerter sur cette mortalité depuis je sais pas, plus de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Je crois que les premières publis montrant l'impact très fort sont sortis il y a longtemps, et il n'y a pas d'évolution. Pas d'évolution. Donc nous, on va essayer de travailler un petit peu sur les quelques noctules de communes qui restent chez nous, et de suivre un peu la population de noctules de l'Essler, qui potentiellement est impactée, mais bizarrement, elle est plutôt en progression. Ponctuellement, on émet également des avis sur les rapports d'études, parce qu'on est sollicité, soit par les services de l'État, soit par des opposants au projet, donc qui nous transfèrent l'intégralité des rapports d'études. Et d'ailleurs, c'est à la suite de ça, entre autres, qu'on a arrêté l'éolien, parce qu'on s'est aperçu qu'on fournissait des rapports qui étaient des fois falsifiés par les porteurs de projets. Donc là, on était quand même un petit peu... Ou alors, des fois, ils mettaient le rapport en annexe. Par contre, ils modifiaient les conclusions dans la première partie du document. Là, je vous avouerai que du coup, ils utilisaient un peu la participation de la structure associative pour en gros notre nom, pour dire que voilà, le projet, le groupe Magique Normand avait travaillé dessus, donc pas de problème au niveau chauve-souris. Ça fait un peu mal. Donc on a tout arrêté. Donc on émet ponctuellement des avis, on participe des fois aux enquêtes publiques, lorsque vraiment on
pense que d'après les résultats des études, il y a un réel problème, des réels enjeux. Notamment, on a eu le cas, là, pas très loin, dans le Perche, là, il y a un bureau d'études qui a bien travaillé, il a fait une grosse campagne de terrain, plusieurs campagnes de terrain, forte activité nocturne, mais pour eux, pas de problème. Donc on peut installer le parc sans mesure de bridage, si sur 2 machines, sur 4, enfin bon, c'est assez choquant. Et donc, de temps en temps, ça nous amène à participer à des recours juridiques. Alors c'est très ponctuel parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas de juriste dans notre structure, parce que ça prend des années, ce genre de choses, et puis il faut être compétent. Il y a quand même un parc qu'on a réussi à faire sauter, qui allait s'installer près d'un gros site Natura 2000. Voilà. On fait également de la sensibilisation, donc on participe aux journées techniques de l'Adréal sur l'éolien, la biodiversité et les paysages, afin de sensibiliser les services instructeurs et les inspecteurs ICPE qui contrôlent ces parcs. Et on essaye de diffuser les recommandations nationales auprès d'un large public pour que les lignes directrices de ROBAT et les recommandations du groupe de la SFEPM soient SFEPM, c'est la Société française d'études et de protection des mammifères, pour que ce soit pris en compte. Mais voilà, tout ce qu'on peut faire à notre niveau. Merci à tous les deux pour vos 2 témoignages. Est-ce que ces présentations suscitent des questions ? Oui. Merci. Je voulais juste préciser un truc qu'on vous a peut-être pas dit, ou alors j'ai loupé l'info, mais les suivis environnementaux sont des données publiques. Donc en fait, depuis quelques jours, là, jusqu'ici, on les fournissait sur demande aux bureaux d'études et aux personnes intéressées parce qu'on n'avait pas d'outils informatiques pour les mettre à disposition du public. Mais depuis quelques jours, on a une carte interactive de la région Normandie sur laquelle vous pouvez télécharger les rapports de suivi environnementaux des parcs qui vous intéressent. Donc n'importe quelle structure, n'importe quelle personne peut consulter ces suivis de mortalité et d'activité. Et on a également un guide dont a parlé le GMN, qui est aussi en ligne sur la même page du site de l'Adréal. Donc vous tapez éolien et biodiversité sur le site de l'Adréal Normandie et vous trouverez toutes ces infos. Merci pour les précisions. Tu veux rebondir ? Oui, 2 secondes. On avait aussi arrêté les études sur les éoliennes parce qu'en fait, il y avait énormément de publications quand même qui montraient qu'en dessous, au-dessus de 6 mètres secondes, l'activité des chauves-souris, 6 mètres secondes, c'est la vitesse du vent, était très faible à hauteur de pale. Quand en dessous de 10 degrés, l'activité était aussi très faible. Donc en gros, alors bien que là, on va avoir des données scientifiques pertinentes et publiées, officielles. En gros, si on bridait la plupart des machines en dessous de 6 mètres secondes et à plus de 10 degrés en période d'activité des chauves-souris, en gros de mai, enfin peut-être avril à octobre, ça serait plus vraiment un problème puisqu'il y aurait une mortalité résiduelle, certes, il y en aurait peut-être encore quelques-unes, mais qui serait probablement supportable par les populations. Mais ça, on avait déjà parlé à plusieurs reprises dans le cadre du plan d'action chauve-souris avec des développeurs éoliens, mais bon, évidemment, il n'en est pas question, il faut avoir des données précises sur chaque parc. D'où la multiplicité des écoutes sur tous les parcs, qui coûtent cher, tout ça coûte cher quand même, les suivis mortalité, ça coûte très cher, c'est beaucoup d'argent engagé, alors que ça pourrait être, à mon avis, résolu beaucoup plus rapidement. Il suffirait de prendre des restrictions directes dans tous les arrêtés d'exploitation et il y aurait quand même beaucoup moins de problèmes et on perdrait beaucoup plus de temps. Enfin, on gagnerait du temps. Et autre point, j'étais un peu critique par rapport à la présentation précédente, mais au contraire, j'y suis très favorable et c'est très bien qu'il y ait des analyses très pointues et poussées de toutes les données parce que c'est un problème général. On récupère des données et personne n'est en capacité ou personne ne prend le temps, mais souvent on n'est pas en capacité de réaliser ces analyses et ces synthèses. Et là, au moins, on va avoir des publications qui vont conforter, je pense, en grande partie des résultats connus, mais qui j'espère, vont faire progresser les choses. C'est pas sûr, parce que la science n'est pas souvent prise en compte, malheureusement. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre intervention ? Oui. Vous avez parlé de bridage des éoliennes. Quelles sont les conditions dans lesquelles les éoliennes doivent être bridées, ou est-ce qu'elles sont obligées d'être bridées dans certaines conditions? Ou est-ce que c'est le gestionnaire du projet qui fait ça à sa façon?
normalement, il doit y avoir des préconditions dans le cadre de l'étude d'impact en fonction des niveaux d'activité. Donc il peut y avoir des conditions de bridage qui peuvent être proposées en fonction des conditions locales, donc en fonction de chaque parc. Donc ça peut être une proposition du bureau d'études qui réalise des diagnostics. Ça peut être aussi une proposition des services de l'État. Dans certains cas, l'État peut prendre sur lui et dire, voilà, et là, visiblement, il y a un niveau d'activité élevé, ça serait bien de brider les machines avec telle caractéristique. Concernant les caractéristiques générales, ce que je disais tout à l'heure, voilà, les chauves-souris, ça vole la nuit, donc bridage la nuit. Lorsque les chauves-souris sont vraiment en activité, donc en gros, je sais pas, d'avril à octobre, mettons, lorsque les températures sont supérieures à 10 degrés et que la vitesse du vent est inférieure à 6 mètres secondes. Ça, c'est un cadre général, évidemment. Normalement, il faudrait adapter ça au contexte. Évidemment, dans le nord de l'Europe ou en zone méditerranéenne, il y a des variations. Mais globalement, si on respectait ces recommandations-là, et alors il faudrait prendre en compte la pluie, et comme ça a été dit tout à l'heure, malheureusement, souvent les pluviomètres ne fonctionnent pas, parce que c'est pareil, lorsque la pluie est forte, les chauves-souris ne volent pas, en tout cas pas en hauteur. Donc il faudrait tenir compte de la pluie. Bon, malheureusement, c'est un paramètre qui ne peut pas être intégré, mais on connaît à peu près les paramètres de bridage. Et la perte a été estimé pour plusieurs parcs. Alors ça va dépendre du gisement éolien, ça va dépendre des machines, enfin il y a plein de facteurs qui vont influencer la perte éventuellement, mais sur certains parcs ça peut être inférieur à 1%. Donc parfois c'est minime, des fois ça peut être au-delà, mais normalement c'est supportable largement par l'exploitant. Merci beaucoup à tous les deux. Une dernière intervention avant de faire une petite pause de 5 minutes. Oui, à un moment, ça a été évoqué qu'il ne fallait pas planter de haies, parce qu'en compensation, alors c'est un problème, parce que finalement, il y a des démarches en campagne, même en campagne, de plantation de haies, ce qui détruit aussi les chauves-souris, c'est de ne plus rien avoir à bouffer. Dans les haies, il y a des insectes. C'est une première cause de destruction, c'est quand même la disparition complète de l'alimentation avec l'agriculture conventionnelle. Donc, je fais partie d'un groupe d'agriculteurs qui met des haies comme ça, en plaine de camp, et on va avoir des éoliennes. Alors qu'est-ce qu'on dit là? On arrête les haies, on met des haies quand même. Enfin, je sais plus là, je sais plus. Après des machines, il y en a avoir pas mal des machines. Hein, quelle distance? 200 mètres. 200 mètres, c'est bon. En principe, ils disent que réglementairement, ils n'ont pas le droit d'implanter à moins de 200 mètres d'un bois, déjà. Donc, je ne sais pas ce qu'ils m'ont dit. D'accord. Mais une haie, ça vaut bois, ça vaut. C'est une lisière, une haie. Donc à 200 mètres, c'est bon. Ça laisse de la place quand même. 200 mètres, on n'est pas fou. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci aux deux autres intervenants de cette partie sur l'éolien terrestre. Avant de passer à la partie photovoltaïque, je vous propose qu'on fasse une petite pause de 5 minutes. On va ouvrir les portes et les fenêtres pour faire un peu circuler l'air. Et puis, on a une intervenante qui est en visio, donc on va pouvoir gérer la partie logistique.